Il y a 3 ans, Ruben Acid n'était qu'un inconnu. Il lançait un petit label de musique, traînait entre Berlin et Séoul, et il avait quitté l'université sans diplôme. Aujourd'hui, il est devenu l'un des plus grands créateurs de contenu dans le domaine de l'intelligence artificielle. Il est suivi par plus de 700 000 personnes sur LinkedIn, avec plus d'1 million de vues par jour et un business à plusieurs millions de dollars. Son mantra est simple, « Master AI before it masters you ». Derrière ce succès éclair, il y a une histoire de rupture avec l'éducation et les modèles traditionnels. Ruben a un flair pour dénicher les tendances et un goût assumé pour la provocation. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le parcours incroyable d'un Français qui, en quelques années, est devenu l'une des personnalités les plus influentes dans le monde de l'intelligence artificielle. Alors place à Ruben Acid dans Off the Record. Et l'objectif, c'était est-ce que je vais pouvoir travailler sur ce que je veux travailler sans qu'on m'emmerde. Avant de poursuivre cet échange, je voulais vous dire un mot de notre nouveau partenaire, Quorum l'épargne. Je sais que vous êtes nombreux à m'écouter depuis la France et que beaucoup d'entre vous s'intéressent au marché US. Eh bien justement, Quorum a lancé Quorum USA, la première SCPI qui investit directement aux États-Unis. En à peine un an, ils ont déjà investi à New York, en Californie et au Texas, avec un objectif de rendement non garanti au-delà des 7% en 2025. Une belle opportunité pour diversifier votre épargne sur le plus grand marché immobilier du monde avec un dollar faible et des prix attractifs. Et jusqu'au 31 décembre 2025, Quorum vous reverse un bonus de 3% sur votre placement immobilier en SCPI. Toutes les infos sur quorum.fr, corum.fr. L'investissement dans les produits financiers comporte des risques et n'offre aucune garantie de performance. Ruben, bienvenue dans Off the Record. Merci pour cet accueil. Alors c'est marrant parce que j'ai l'habitude d'inviter dans Off the Record des gens que je connais bien et nous on se connaît pas. On se connaît pas. En fait, on s'est connus il y a quelques jours. Ouais. C'est French Founders qui nous a mis en contact. On embrasse Clara d'ailleurs. Merci Clara, c'est vrai. Et donc on a été déjeuner ensemble. C'est un déjeuner qui devait durer 40 minutes. Oui, il a duré un petit peu plus que 40 minutes finalement. Je crois qu'il a duré plus de 2 heures. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, j'ai pris une prune à $107 quand même pour avoir dépassé de 10 minutes le parc mètre. Ça valait le coup. Bon, Ruben, je t'ai présenté. Moi, j'ai été subjugué, vraiment très impressionné par ton parcours parce que on ne se connaissait pas et pour tout t'avouer, je ne te suivais pas sur LinkedIn. C'est pas grave. Je ne fais pas partie des 700 000 personnes qui te suivent sur LinkedIn. Mais tu m'as dit surtout, ne dis pas que je suis un influenceur. Ouais, je sais pas. Influenceur, pour moi, c'est les gens qui font la télé-réalité. Je sais pas pourquoi. C'est ce côté, je peux vendre des dentifrices, je peux vendre en fait n'importe quoi. Ça fait un peu panneau publicitaire. C'est pas ma vocation. Moi, toi, tu fais quoi alors? Moi, j'aime écrire du contenu. J'aime donner des instructions. Je dis souvent que je fais un peu les instructions Ikea des outils IA. C'est-à-dire que non seulement il faut que je construise le meuble, et une fois que j'en ai construit un qui a l'air pas mal, qui a l'air balèze, je me dis « Ah, maintenant, il faut que je fasse les instructions pour arriver à ce meuble-là. » Et c'est comme Ikea, 1, 2, 3, 4, 5, il faut que tout le monde puisse comprendre. C'est des how-to. How-to, c'est simple, ça s'appelle comme ça, How-to AI. Alors, ton contenu, on le trouve sur LinkedIn essentiellement. Ouais. C'est la plateforme de prédilection que tu as choisie. Ouais. Tu fais des millions de vues tous les jours. C'est ça. C'est assez hallucinant. Ouais. Ton contenu, il est en anglais. Exclusivement. Ouais, exclusivement en anglais. Sauf celui-là. On le fait Sauf en français. Et d'ailleurs, c'est vrai que quand j'ai préparé cette émission, j'ai essayé de trouver des interviews, des podcasts de toi et j'ai pas trouvé grand-chose. Très peu, il y en a très peu. Ouais. En fait, c'est marrant, mais j'aime pas beaucoup parler de moi. Ouais. Pas parce que, c'est pas par pudeur, mais parce que je suis fidèle à ma mission. Je donne des instructions Ikea. Je veux pas savoir ce que le type fait après ou avant ou après ses instructions Ikea. Je veux que les gens savent faire quelque chose. Donc, je vais être utile aux gens. Maintenant, connaître mon parcours, peut-être que ça va être utile à quelques personnes, mais voilà, c'est pas vraiment mon focus. Et puis, ton format, c'est l'écrit. Ouais. Hein, t'as pas de chaîne YouTube. Ouais. J'en ai une avec une vidéo. Ouais, on va en parler d'ailleurs, elle est très intéressante. Ouais. Elle est super intéressante. Elle est assez rigolote, la vidéo. C'est une vidéo où quelque part, tu relèves un challenge que t'as donné ta petite amie. Mon ex. Ouais, c'est ça. Ça faisait 1 an qu'on s'était pas parlé. Hein. Okay. Et elle te dit, il faut que je finisse ma thèse
Voilà, c'est ça. Et je suis dans la merde. Ouais, exactement. Ruben, toi qui maîtrises parfaitement tous ces outils d'intelligence artificielle, et là, tu relèves le challenge, on en parlera de cette vidéo. Ouais. On n'en parle pas tout de suite. Ok. Et tu vas être capable de rédiger sa thèse en 40 minutes. C'est ça. Ce qui est assez hallucinant. Mais ce qui est intéressant, je disais, c'est l'écrit, c'est ton format de prédilection. D'ailleurs, une des vidéos que j'ai trouvées sur toi online, c'est une fille qui explique que t'es une merde absolue. Ah oui. T'es une merde absolue en termes de talking, et que tu as sollicité pour t'aider à parler en public. Tu l'as... Ah oui, Notion. Ouais, Notion. Alors, c'est vrai que quand j'ai commencé à faire du coaching avec Notion, de toute façon, il y a les vidéos. Hein. Ouais. C'était ma coach. En fait, j'avais mes premières keynotes en anglais. La première, c'était au Danemark. Je me souviens. En fait, elles se sont enchaînées. J'ai eu Danemark, Tel Aviv et ensuite Paris. Et je me suis dit, bon, je suis pas si mauvais que ça en public speaking. Mais c'est pas pareil de être OK et pouvoir parler devant 800 personnes. Donc, du coup, j'ai dit Notion, aide-moi. Ouais. Et elle, c'est son boulot. Son job. C'est son job. Elle a fait les TED Talks. Elle a aidé des personnes qui ont fait les TED Talks, des CEO. Et elle fait le avant-après, quelque part. Elle fait le avant-après. Alors, attends, ce qui est fou, c'est que le avant, moi, elle me donnait des challenges. Il fallait que je les relève. Elle me disait, bon, on s'est un peu préparé, machin, tout ça. À Paris, va dans un café. Alors, des trucs dans le 20e, bobo, très artistique, où les gens font de la poésie en slam, ok, dans la cave d'un café, le soir. Donc, tu as une trentaine de personnes, quarantaine de personnes qui viennent pour être sur scène pendant 5 minutes. Généralement, ils font des musiques, ils font du stand-up, ou ils font de la poésie. C'est des vrais artistes. Ouais. Elle m'a dit, toi, tu y vas et tu présentes le fait que tu vas faire une conférence sur l'IA. Je sais pas si tu vois un peu le public. Les mecs me voient arriver et je dois le faire en anglais. Ouais. Les mecs me voient arriver, ils se disent, c'est qui ce type ? Et moi, quand je revois cette vidéo, c'est fascinant. Je suis tout paralysé. Je tremble avec le micro comme ça. Complètement. Mais elle avait raison. Ça m'a aidé. Ah ouais, parce que quand on voit le résultat aujourd'hui, tu parles au Parc des Princes, tu t'adresses devant des foules. Après ça a été... en fait, ça a été tellement dur qu'après ça, c'est bon, j'ai les outils. Tu es très sollicité d'ailleurs pour faire des conférences, des choses comme ça. Ouais. Alors c'est marrant, il y a un peu... Ça coûte cher d'avoir Ruben Acid dans une conf ? Très cher, mais je vais expliquer pourquoi. Ouais. C'est que une conférence, ça prend énormément de temps en fait. Non seulement à la préparation, mais il faut que je voyage. Et en fait, je suis un peu face à ce paradoxe où moi, ce que j'aime faire, c'est écrire du contenu. Je pense que c'est là où je suis le plus utile pour les gens. C'est le fait de pouvoir m'asseoir dans mon bureau, de tester et de trouver les bons case studies pour des nouveaux outils d'IA. Et le problème, c'est que au plus je fais ça, au plus les gens sont intéressés par ce que je fais et se disent « ça serait cool si tu pouvais le faire sur scène ». Donc en fait, au plus j'écris, au plus on veut que je voyage et donc du coup je peux moins écrire. Ouais. Donc du coup il y a un peu ce cercle vicieux. Donc il faut que tu compenses. Ouais, c'est ça. Et donc j'en ai fait. Mais t'es pas comme les conférenciers qui font 150 dates dans l'année. Non, même au contraire. Avant j'en faisais que 3-4 par an. Maintenant j'en fais peut-être 1 par an. Ah ouais. Ouais, ça y est. J'ai un peu levé le pied. Et tu dis, il faut que tu compenses parce que tu as fabriqué un véritable business. Moi, j'étais assez halluciné. On peut donner les chiffres. Combien oui, on peut donner une fourchette. Combien ça gagne Plusieurs millions par an. Plusieurs millions. Ouais. Entre 3 et 4 millions. Voilà. Non, mais c'est assez hallucinant. Et je sais qu'en France, on a souvent un tabou pour parler d'argent. Et moi, j'essaye de faire en sorte que... Il y ait moins de tabou. Non, c'est vrai. Ça fonctionne. Et tu as une petite équipe avec toi. J'ai une petite équipe. Je ne cherche pas à avoir la plus grande équipe possible. On est dans mon équipe média, on est 3, donc moi et Anisha et Axel. Et moi, c'est ça que j'aime. Mais c'est intéressant parce que tu as choisi LinkedIn comme ta plateforme. Ouais. LinkedIn, il n'y a pas de régie publicitaire, donc ce n'est pas LinkedIn qui paye cet argent-là. Donc, qui est-ce qui paye Alors, ceux qui payent, c'est des boîtes d'IA. D'ailleurs, c'est des grosses boîtes d'IA. C'est pour ça d'ailleurs que tu es à San Francisco en ce moment. Exactement. et puis c'est public, c'est-à-dire que sur les posts où je travaille avec Gamma, avec Notion, avec Anthropic, c'est écrit non seulement que je travaille avec eux, et pourquoi est-ce que je travaille avec eux. Moi, si tu veux, il y a des boîtes, je sais qu'elles sont leaders dans ce qu'elles font. Gamma, c'est le meilleur IA pour faire des slides. C'est-à-dire que je n'ai pas trouvé de meilleur IA pour faire des slides. Donc, Anthropic, c'est le meilleur. Tu es aligné avec... Je suis aligné. Ouais. J'ai rencontré le founder, Grant. Ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans qu'on travaille ensemble. J'ai rencontré leur équipe product, leur équipe support, leur équipe design. Je fais partie de l'équipe. Ouais. Et en fait, encore une fois, par exemple, Gamma, c'est un très bon exemple parce qu'ils font des slides. Mais qui a besoin de slides ?
mais une multitude de gens. Des sales ont besoin de faire des slides, des commerciaux. Il y a des RH qui ont besoin de faire des slides. Il y a des professeurs qui ont besoin de faire des slides. Marketing, tout le monde. Marketing. Mais à chaque fois, ils en ont besoin différemment et ils ont besoin d'instructions différentes. Et aussi, parfois, ils ont aussi un cerveau qui marche différemment. On ne parle pas pareil à un professeur qu'on parle à un commercial. Donc moi, en fait, mon travail, non seulement c'est de trouver le bon format pour que les gens comprennent et puissent un peu dépasser cette paralysie de la décision, je ne sais pas comment dire ça en français, decision paralysis, le fait qu'on est un peu crispé, est-ce que je peux utiliser ce IA ou non. Donc moi, c'est mon rôle. Mais pourquoi est-ce qu'ils le font pas en interne? Pourquoi ils recrutent ils pas le font aussi en interne. Ils le font aussi en interne. Et généralement, ce que je fais les inspire pour ensuite qu'ils puissent le faire eux-mêmes, mais ils le font peut-être pas aussi bien. Je sais pas. Et puis surtout, même Gamma n'a pas 700 000 followers sur LinkedIn. Non. Grant, le CEO, il est assez influent, hein, il a 50 000 abonnés. Non, c'est ça aussi qui les intéresse, une distribution. Comment est-ce qu'on fait pour toucher pour Gamma, par exemple, je peux aussi donner les chiffres, je touche à peu près 2-3 millions de personnes par mois pour eux, exclusivement. Et c'est extrêmement dur d'avoir cette portée-là sur LinkedIn tous les mois depuis 2 ans. C'est leur principal channel d'acquisition aujourd'hui. Tu es leur principal channel d'acquisition, tu penses? Je sais que je suis leur plus gros créateur. C'est leur plus gros créateur. C'est intéressant de voir qu'en fait, on est passé de pub, de Google AdWords ou de modèles de publicité beaucoup plus traditionnels à des créateurs de contenu qui deviennent les premiers canaux de distribution. C'est exactement ça. Après, moi, encore une fois, c'est pour ça que je disais qu'il y a une différence entre influenceur et créateur de contenu. Moi, j'ai certainement des prix. J'ai évidemment des prix, mais c'est pas parce que tu as de l'argent et que tu as un outil IA que je vais parler de toi. Quand tu dis des prix, c'est-à-dire qu'ils te payent, quoi. Bien sûr, ils me payent. Ils me payent par poste, par mois, par année, ça dépend. Par vue aussi? Ouais. Il y a des... Ce que je préfère faire, c'est plutôt... Il y a un minimum de vues que je vais faire. Et puis, si je n'atteins pas ce minimum, je m'engage à faire plus de posts dessus. Maintenant, le comment, c'est moi qui décide. Comment je parle d'eux. Il n'y a pas de... Ils vérifient pas le script. Ils savent, ils me font confiance. Donc ça, c'est 1. Et de 2, voilà, si je n'aime pas ton outil, si je pense qu'il y a un meilleur outil pour faire ça, pour faire la tâche, je ne vais pas le mettre en avant. Il y a une certaine intégrité et je pense que c'est pour ça que ma communauté et ça, aime bien mon contenu. Tu le dis à Gamma qu'en fait, tu dis attention les gars, j'ai trouvé un autre outil. Bien sûr. Il faut que vous fassiez gaffe. Donc, c'est pas simplement de la création de contenu, c'est pas simplement de la promotion en fait de l'outil, mais tu as aussi un rôle de veille. Exactement. Moi, je suis constamment en fait sur Twitter et sur LinkedIn pour savoir ce qui se passe. Je vais te donner un exemple. Claude Anthropic, ils m'ont payé récemment et l'équipe vient me voir, Lexi, qui s'occupe des partenariats, et elle me dit voilà, on aimerait mettre en avant Claude Code. Donc, si tu peux faire un guide autour du vibe coding, tu sais, c'est le fait d'écrire. Avec de l'anglais, ça peut coder un site, ça peut coder un outil. Langage naturel. En langage naturel. Enfin, je sais que tu connais, mais c'est pour les auditeurs. Pour nos auditeurs. Donc, c'est hyper intéressant. Maintenant, moi, mon audience, c'est des personnes qui ne sont pas techniques. Je pense que le vibe coding, c'est intéressant, mais uniquement si on ne fait effectivement pas de code du tout. Mais avec Claude Code, je trouve que c'était plus intéressant pour les ingénieurs, pour pouvoir coder plus rapidement. Donc, moi, j'ai fait des tests et j'arrivais pas à quelque chose de concluant. Donc, moi, je suis allé voir Lexi, je lui ai dit, écoute, Claude Code, c'est intéressant, mais il y a quelque chose qui n'est que très peu utilisé dans Claude, c'est le style. Tu peux créer un style d'écriture dans Claude. Et l'onboarding pour ça est fantastique. On va commencer à prompter comment est son style. Tu peux même upload ton texte. C'est-à-dire, j'ai écrit tant de posts. Voilà, c'est quoi mon style. Et Claude va t'aider à retrouver ce style. Retrouver ce style et pouvoir le réutiliser autant que tu veux. Tu peux même faire ça. Si tu as plusieurs clients, tu peux faire ça par client. Et moi, je trouve ça fantastique. Ça fait plus d'1 an que ce feature elle existe. Personne n'en parle. Mais là, on n'est plus du tout dans le coding. On n'est plus du tout dans le coding, mais c'est Claude. Mais c'est dans Claude. Donc là, tu leur as dit, forget about the vibe coding. Exactement. Et c'est ça que j'ai envie de... C'est ça dont j'ai envie de parler. J'ai envie de parler de ça. Ils m'ont dit, ah ouais, bon, ok. C'est pas la mission. C'est pas vraiment la mission, mais pourquoi pas. Mais alors, si tu fais une vidéo dessus, je leur dis, non, là, je pense que on peut faire un bon truc sur des instructions sur un carrousel. C'est sur LinkedIn, tu peux faire des PDF. Je sentais le truc. Je leur ai dit, écoutez, je fais un PDF. Si ça marche pas, je m'engage à faire une vidéo gratuitement. Ils m'ont dit, ok. Je fais le PDF, 500 000 vues. Waouh. Lexi, elle est revenue me voir, elle m'a dit bon. T'avais raison. T'avais raison. Et en fait, c'est ça les partenariats qui marchent le mieux, c'est quand la personne en face de moi comprend que, ok, Ruben, il va faire des tests, il a un flair, et moi, je m'engage. Si ça marche pas,
Voilà, je reste humble, ça n'a pas marché. Je vais me corriger le tir. Mais si je n'ai pas à corriger le tir, c'est que j'ai bien fait mon travail. Il y a une rumeur qui court sur Internet, Ouais, comme quoi il y en a beaucoup. tu utilises des avatars Oui, pour faire tes vidéos LinkedIn. j'ai fait ça pendant un moment. Il Ouais. faut savoir quelque chose. Donc on explique pour les auditeurs, c'est en fait, C'était pas moi. c'est pas le vrai Ruben. Ouais. Il y a une capture de ton image Ouais. et du coup après tu peux faire dire à ton avatar. C'est encore plus que ça. Mhm, C'est-à-dire que j'ai utilisé Synthesia pour faire mon avatar. mhm. Ensuite, j'ai utilisé Eleven Labs pour la voix. Pour la voix, qui est une boîte européenne. Européenne, bien sûr, qui est le leader pour capturer la voix. Absolument. Et ensuite, j'avais une équipe en Russie qui faisait le montage vidéo avec des b-rolls pour que ça fasse une belle vidéo. Axel de mon équipe faisait le script. Les Russes utilisaient mon avatar, ma voix sur Eleven Labs et les b-rolls pour faire la vidéo. Axel le postait. Moi, je découvrais la vidéo de moi qui parle en même temps que les auditeurs. Incroyable. Je disais, ah, sympa, pas mal, j'aime bien l'énergie. Génial, super. Maintenant... Mais c'était vraiment toi, tu te reconnaissais Ah ou ouais. tu, Non, c'est vraiment... ils peuvent regarder la vidéo. Et même, j'ai une petite anecdote là-dessus. Quand on avait testé Eleven Labs, Ouais. je voulais tester à quel point c'était reconnaissable en français. Ouais. Parce que bon, en français, je suis quand même... je parle français, c'est ma langue natale. Et j'ai appelé ma mère. J'appelle ma mère en speaker mode, en haut-parleur. Et je tape ce que je veux dire. Et je commence un peu à parler avec ma mère. Salut, comment ça va? T'as passé une bonne journée? Je rentre bientôt à Paris. Et à la fin de l'appel, au bout de 5 minutes, ma mère me dit bon, Ruben, ça me fait plaisir que tu m'appelles, mais t'as pas besoin de me parler sur ce ton. Alors du coup, moi, je reprends le téléphone. Là, c'est moi qui parle. Et je dis comment ça? Elle me dit je sais pas, t'es un petit peu sec aujourd'hui. Et je lui dis mais non, maman, c'était pas moi, c'était une IA. Et alors, le temps qu'il a fallu pour lui expliquer que la première partie de l'appel, c'était pas moi. Et que là, maintenant, Et que là, maintenant, c'est moi. Elle Ouais. comprenait pas. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu veux dire? Enfin, elle comprenait pas. Et c'est là où on se dit, mince. En fait, t'as un problème avec ta mère, vous vous aimez pas? Ah non. J'adore ma mère. Pourquoi tu l'as fait souffrir comme ça? Non, mais C'est j'avais horrible. besoin. Pour une j'avais maman, besoin ça de doit tester. être horrible. Ah, mais j'avais besoin de tester. Mais tu te rends compte, même pour toi, avec, Ouais. je sais que tu as des enfants. Ouais, Il y a combien d'heures de vidéos de Carlos Diaz sur Internet? c'est colossal. Colossal. Ouais. Donc, toi et moi, on peut recréer notre voix Ouais. parfaitement. Ouais. Parfaitement. L'entraîner parfaitement. Et je sais que si j'avais appelé ma mère, ne faites pas ça. mais si j'appelais ma mère et que je lui disais autre chose, par exemple, je suis dans la merde, je suis à l'aéroport à San Francisco, il me demande d'avoir $500 en cash et j'ai pas. Vire-moi cet argent tout de suite. Tiens-moi cet argent. Mm. Honnêtement, je sais pas comment elle aurait réagi. C'est intéressant que tu dises ça parce que justement, moi, avec mes enfants, on a mis en place un mot de passe Il faut. qu'on change régulièrement Bien sûr. et qu'on a entre nous. Effectivement, je leur dis, si votre père vous appelle et que je vous demande quelque chose qui est inhabituel, Il faut le mot de passe. s'il n'y a pas ce mot de passe, Il faut le safe word. Non, mais c'est vous essentiel. raccrochez immédiatement. C'est essentiel. Voilà le monde dans lequel on est aujourd'hui. Ah ouais. Et ça va être de plus en plus présent, je le Mm. sais, avec des scams de plus en plus... parce que je le vois en fait. Des scams de plus en plus... de mieux en mieux faits. Mm. Par exemple, imagine un call en direct Ouais. où c'est toi, quoi. Avec ta voix. Et- Émotionnellement, c'est et ton dur. image, Et en ton plus, image. elle- Et tu bouges. Ouais. Et c'est toi, quoi. Et donc ça, faut faire vraiment attention. Mais non, je te disais, l'avatar, c'était... Ouais, on a fait à peu près 60 millions de vues avec cet avatar, je crois, en Et tu as quelques arrêté. mois. J'ai arrêté, pourquoi? Parce qu'il y a un concept qui s'appelle le fast marketing. ok Mhm. C'est-à-dire que quelque chose qui fonctionne ne fonctionne plus au bout d'un moment. Et en fait, il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que dès qu'une plateforme, notamment des réseaux sociaux, pousse en avant une nouvelle feature, généralement, ils vont la pousser un petit peu trop. Et à ce moment-là... C'était le cas des vidéos sur LinkedIn au début. Hein. Eh ben exactement. Mhm. C'est pour ça que j'ai fait ça. On est en septembre, Mhm. octobre de l'année dernière, donc 2024. Mhm. Et à ce moment-là, LinkedIn sortent des vidéos verticales comme TikTok, comme Instagram. Et je savais qu'ils allaient pousser ça Comme des fous. comme des fous, que ça allait faire Ils des ont millions fait. de vues. C'est Ouais. ce qu'ils ont fait. Donc moi, j'ai fait ça pendant quelques mois. Et aujourd'hui, ça marche plus d'ailleurs. Aujourd'hui, ça marche plus. Moi, j'ai donc j'ai plus arrêté. beaucoup de reach sur mes J'ai vidéos. arrêté. Sur LinkedIn. J'ai arrêté, ils ont arrêté de le pousser. Mais dès qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, il faut avoir le flair. On en Ouais. parlait tout à l'heure. Ouais. Et la plateforme va essayer de le mettre en avant. Alors, j'aimerais bien savoir d'où vient Ruben, parce que tu as quel âge? 28 ans. 28 ans. Ouais. Putain.
Non, 97. 1997. 97, je lançais ma première boîte. Ouais, c'est ce que tu me disais. Je trouve ça génial. C'est absolument horrible. Mais t'es né en France. Je suis né en France, pareil, 14e. Okay. Aujourd'hui, tu vis à Tel Aviv. Hein. T'es franco-israélien. Je t'ai présenté comme français, mais t'es franco-israélien. J'ai mes papiers. T'as tes papiers. J'ai mes papiers, c'est bon. C'est pas tout les customs bien. ici. Mais ok. Et tu viens régulièrement ici à San Francisco parce que tes clients sont là, c'est ça? Ouais, c'est ça exactement, une fois par an. Ouais. Et tu as commencé très tôt parce que tu disais cet amour de fabriquer des guides d'aspirateurs, pratiquement, parce que c'est ça, tu fabriques des manuels d'aspirateurs. Des manuels d'aspirateurs, c'est moi, c'est ça. Et quand on a déjeuné ensemble, tu m'as raconté l'histoire, elle est à peine croyable, c'est que, parce que je te dis, mais comment tu as appris l'anglais? Parce que tu as un anglais qui est parfait, moi ça fait 15 ans que je suis aux US et j'ai pas un anglais comme le tien, et tu m'as dit, mais en fait... à l'âge de 9 ans, j'écrivais des guides pour des jeux vidéo. Ouais, un jeu vidéo, j'étais complètement fou. C'était lequel? Guild Wars. Ah, Guild Wars. C'est comme World of Warcraft. Ouais. C'était un concurrent de World of Warcraft. Et en fait, Guild Wars, il y avait quelque chose de spécifique. C'est qu'on pouvait choisir... Pour son personnage, on avait 8 compétences avec lesquelles on allait pouvoir se battre. Voilà, les combiner. Mais ces 8 compétences-là, il y avait des milliers et des milliers d'options. Voilà, je ne vais pas partir dans les détails, mais c'était un arbre quasi infini de combinaisons. En fait, si tu multipliais tout, c'était des millions de combinaisons. Et moi, ça, le Ruben de 9 ans était là. C'est génial. J'adore. J'ai envie de tout essayer. Ouais. J'ai envie de tout essayer et de trouver la bonne combinaison. Donc, pour ça, j'étais sur l'ordinateur de la famille. Hein. On parle l'ordinateur familial, c'était celui qui faisait un bruit complètement... En 2005, là. Ouais, là, on est en... Exactement, on est en 2005, quelque chose comme ça. Et l'ordinateur familial, je baissais le fan, comment on dit ça, le ventilo, pour que ma mère n'entende pas le fait que j'utilise la... Ne faites jamais ça, parce que vous... C'est la meilleure façon de tuer la carte. Voilà, c'est plus facile pour tuer l'ordinateur. Et en fait, j'allais dans la zone d'entraînement pour pouvoir me taper contre un punching ball. Et en fait, je notais sur des petits stick notes les dégâts que je faisais avec la bonne combinaison. Donc là, je me disais, là, j'ai fait 720. Là, j'ai fait 480. Là, j'ai fait 182. C'était peut-être pas assez. Donc mon frère, quand il me regardait jouer, il me disait, mais qu'est-ce que tu fais? Je comprends pas. Et tu rédigeais tous ces trucs-là parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de vidéo, il n'y avait pas TikTok. Il n'y avait rien. C'était quoi? C'était dans des forums? En fait, c'est ça, c'est que c'était avant Reddit, c'était avant Facebook. Il y avait des forums du jeu vidéo où il y avait des types qui écrivaient les compétences. Ça s'appelait un build. Donc, ils partageaient leur build. C'était un peu leur recette. Et donc, non seulement ils partageaient leurs 8 compétences, et pourquoi est-ce qu'ils avaient choisi ça? Et pourquoi est-ce que c'était intéressant? Et si tu étais assez bon, si tu étais assez balèze, tu donnais un nom à ta recette. Et quand elle devenait connue, tout le monde utilisait ce nom. Donc, il y avait une certaine reconnaissance. Ça dans League of Legends aujourd'hui, où il y a des gens dont c'est le métier. Quoi. Exactement. D'ailleurs, c'est intéressant parce que quand les gens me disent... l'intelligence artificielle va supprimer tout un tas de jobs. Si tu avais dit à un agriculteur au début du XXe siècle qu'il y aurait comme métier des gens qui fabriquent des guides pour des joueurs de jeux vidéo, exactement. Le mec t'aurait regardé avec des yeux comme ça. Il n'aurait même pas compris jeux vidéo. Ouais, il n'aurait même pas compris l'histoire du jeu vidéo. On a du mal à... Moi, c'est pour ça que quand on me parle de tout le monde va être remplacé, j'ai toujours cette image en tête. Aux États-Unis, en 1900, c'est à peu près 70%, 80% de la population qui est dans l'agriculture, de près ou de loin, rural. Donc, tu as ceux qui font effectivement de l'agriculture, tu as ceux qui sont sur les animaux, tu as ceux qui font la logistique entre les villes et les fermes. Bref, c'est toute une économie. Et 50 ans plus tard, Green Revolution, il y a de moins en moins de personnes, jusqu'à ce que ce soit 1% de la population qui fasse de la nourriture. Et pourtant, il y a toujours des boulots aux États-Unis. Il y a toujours des boulots. Et si on était revenu en 1900, 1850, 1900, et qu'on avait dit à ces fermiers, alors voilà, en gros, dans 100 ans, on va créer des entreprises sur Internet et on va envoyer des gens sur la Lune. Vous connaissez Netflix, Uber Eats? En gros, c'est une voiture qui vous... Le type, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Donc, c'est trop difficile, en fait, de voir le futur de cette manière-là. Certes, les jobs vont certainement être remplacés, modifiés, changés. Mais comment est-ce qu'on peut prédire ce qui va être fait dans le futur? Non, c'est ce qu'on appelle la loi d'Amara, c'est qu'on a tendance effectivement à avoir trop donner trop d'importance à la technologie sur le court terme et à minimiser son impact sur le long terme. Sur le long terme, exactement. Et toi, tu penses que ça va être la même chose effectivement avec l'intelligence? Je pense que ça va être la même chose. Ça va être violent. Il va y avoir des mouvements violents. Je le vois parce que
Tu sais, c'est le VUCA, le fait que la technologie va de plus en plus vite. Ça, c'est vrai. Les gens changent de plus en plus vite de boulot. Mais moi, c'est pour ça que ma tagline, Master AI before it masters you, je cherche pas à être un doomsayer où les gens après ont peur et rentrent chez eux et ils sont paralysés. De cette psychose qu'il y a aujourd'hui. Ouais, c'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est de dire, c'est là, ok, comment est-ce qu'on garde un edge, comment est-ce qu'on garde un avantage face à cette technologie. De la même manière que si on utilise des templates de Google Docs pour faire tous nos boulots, bon, bah, au bout d'un moment, pourquoi est-ce que je te paye? Je veux juste utiliser le template. Si j'utilise des templates de Canva, si j'utilise des templates de n'importe quoi, pourquoi est-ce que je te payerais? Il faut toujours garder un edge. C'est un tool, mais il y a quelque chose en plus qu'on a. Et moi, j'y crois. Ouais. On va en parler de ce goût. C'est ça. C'est ça le véritable fossé, enfin le mode, comme disent les Américains, qui est la défense contre cette technologie. Elle est dans la créativité, dans le goût, dans tout ça. Donc voilà, tu commences et c'est comme ça que tu découvres finalement Internet. Mais tu gagnes pas d'argent avec ça. Alors, j'ai commencé... Alors, en fait, tu étais créateur de contenu à 9 ans, en fait. C'est ça. À ce moment-là, j'écris juste des guides. Et j'adore. Et du coup, tu apprends l'anglais à 9 ans? J'apprends... En fait, j'écris en français d'abord. Ouais, bien sûr. Mais tu penses bien qu'un jeu vidéo, Guild Wars, les types qui sont sur le forum en français, il y avait 2-3 gars. Donc du coup, après, j'ai compris que tous les types, ils étaient en anglais. Donc du coup, recette gagnante, je regardais des stand-up de Louis C.K., j'écoutais les Arctic Monkeys et j'écrivais des guides sur Guild Wars. Voilà, très très vite après ça. Alors j'avais un mix d'anglais de Sheffield des Arctic Monkeys, un surtout peu de Arctic Monkeys, l'anglais, voilà, et comprendre les paroles d'Arctic Monkeys, accroche-toi. Hein, j'adorais. Louis C.K. avec son accent de Boston et ensuite des guides sur Guild Wars. Je fais ça pendant 5 ans, c'est évidemment pas rémunéré, mais j'étais le type qui écrivait le plus de blogs. Voilà, le malade. J'étais le malade. Et il savait pas que tu avais 9 ans. Non, pas du tout. Je recevais des messages privés. Je suis un gros joueur de League of Legends et je joue avec des gamins qui sont des Sud-Coréens qui ont 14 ans. Moi, j'en ai 52 et je leur dis pas, ils me disent, ouais, mais t'es en quoi? T'es à quel lycée? Dans quelle classe, quoi, en fait? Merde. Moi, je suis là, non, t'inquiète, I drop out. Justement, donc, bon, tu as une scolarité Ouais, j'ai une scolarité normale. T'es bon élève? Je suis bon élève jusqu'à ce que je me rende compte que ça sert pas à grand-chose. C'est intéressant, ça. Jusqu'à la seconde. Après, première terminale, j'arrête un peu. Je sais pas pourquoi. Tu lâches la bride. Je lâche un peu le truc, mais après, ça va aussi annoncer la suite. Ou je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'autre à comprendre. Ouais. Et justement, on parlait des Arctic Monkeys. La musique, c'était j'étais déjà obsédé. Passion. Moi, j'ai été bouleversé par la French Touch. Ouais. Justice, Cassius, Daft Punk. R. C'était tout headbanger. Ouais. J'étais complètement obsédé, en fait, par... D'ailleurs, mon nom pour mes guides sur les jeux vidéo, je m'appelais Justice. Parce que j'adorais Justice. Et ça a un peu donné le là. J'avais l'impression qu'on était des génies, les Français. D'ailleurs, on est des génies, les Français. En musique électronique, on a toujours quelque chose en plus. Non, mais c'est clair. Hein. C'est clair. Il y a toujours quelque chose. Et tu sais, d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'il se trouve que mon meilleur ami en France s'occupe de Justice. Hein. Ok, donc, excellent. Je les connais un peu. Et cette French Touch et tout ce talent français, il vient... Et pas très loin de chez toi, il vient de Versailles. Ouais, toi, tu as vécu dans la banlieue vers Versailles. Bon, Versailles. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il m'expliquait que c'est pas un hasard s'ils viennent de Versailles, parce que c'est des petits-fils de riches, quoi. Ouais. Et qu'ils pouvaient s'acheter du matériel, et notamment ces synthés qui coûtaient super cher. Les autres qui n'avaient pas de thunes, ils prenaient une guitare et ils faisaient du rock. Ils grattaient. Ouais. Et c'est parce que ça coûtait pas beaucoup d'argent. Et puis avec une guitare, tu avais des multitudes de sons. Ouais. Et toute cette French Touch de Versailles, c'est parce qu'ils avaient effectivement le cadeau de Noël. Au cadeau de Noël, à des trucs. Et ils ont pu créer ce son très français. Après, ça s'est démocratisé. Mais l'anecdote, je trouve l'anecdote assez intéressante. Et là, tu vas décider à 19 ans. Ouais. Tu as ton bac. Ouais, exactement. J'ai mon bac. Je vais en école de commerce, c'est quoi? Ouais, je suis en école de commerce et à ce moment-là, je digue beaucoup d'artistes sur SoundCloud, d'artistes techno, et j'en trouve plein qui sont excellents, mais qui n'ont pas de label. Donc en fait, ils partagent leur son en indé. Ils n'ont pas de bonne cover pour leur album.
Parfois, ils font même pas d'album, juste ils sortent des sons comme ça. Pas de vidéo, il y a rien. Il y a rien. Je parle avec eux sur SoundCloud et je me rends compte que les types, en fait, ils ont zéro marketing. Ils sont nuls. Et en fait, ils sont nuls. Leur musique est géniale. Mais musicalement, ils sont géniaux. Mais en fait, ils ont pas compris les codes de... C'est ça. Ouais. En fait, ils sont persuadés de quelque chose que moi, je pense être faux. C'est que c'est uniquement avec leur musique qu'ils vont réussir. Ça fait penser aux start-upers qui pensent que c'est parce qu'ils ont le meilleur produit du monde que les gens vont J'ai venir. l'idée. Ouais. Alors, oui, c'est important d'avoir une bonne idée, de faire de la bonne musique. Mais c'est pas tout. Il faut aussi pouvoir en parler. Il faut pouvoir aussi accaparer un peu une communauté de gens qui vont se dire tiens, ça c'est pas mal. Et à ce moment-là, je rencontre Axel, qui lui est DJ, et j'aime beaucoup sa musique, à un concert, et je lui dis moi j'ai des idées de label. Il me dit je vais en lancer un la semaine prochaine. Est-ce que tu veux en faire partie? Donc là on commence. Moi je vais chercher des personnes sur SoundCloud, Axel aussi. Une fois qu'on les récupère, on crée un album avec eux, on fait la cover, on fait la vidéo. Au deuxième album, on fait 1 million de vues sur YouTube et SoundCloud. Et là, à ce moment-là, ma vie change. Parce que je me rends compte que gratuitement, sans aucune pub, on peut obtenir 1 million de personnes qui écoutent notre musique. Alors, c'était pas la mienne, c'était celle d'un autre artiste, mais c'était sur notre label. Et là, je me dis, Internet, c'est génial quand même. Internet, c'est fou, quoi. On a fait un off the record avec peut-être quelqu'un que tu connais qui s'appelle Hugo Amselem. Oui. Qui a d'ailleurs beaucoup écrit. Il avait un blog sur justement la musique, la créateur économie, etc., etc. Et donc toi, tu étais effectivement de l'autre côté, quoi. Je suis dedans à ce moment-là. Il y a quelque chose qui change. Tu es persuadé que là, c'est ton avenir, c'est le monde de la musique. À ce moment-là, tu vas être le prochain headbanger, quoi. C'est ça. À ce moment-là, je pense que c'est la musique. J'en suis convaincu. Je suis aussi convaincu qu'il faut absolument travailler dans sa passion. Si on aime le football, il faut être footballeur. Si on aime le tennis, il faut être tennisman. Si on aime la musique, il faut faire quelque chose dans la musique. Sinon, on va le regretter toute sa vie. Et ça, tu y crois plus du tout aujourd'hui? Ah non, aujourd'hui. On a eu une grande conversation là-dessus. Je trouve que ton point, il est super intéressant. Ouais, j'y crois plus. Je pense qu'on a des passions. Et c'est génial. Et ces passions n'ont pas besoin d'être professionnelles. On peut juste aimer pêcher le week-end. On n'a pas besoin d'ouvrir un magasin de pêche dans la Creuse. C'est OK. On peut aimer le tennis. On n'a pas besoin d'être Rafael Nadal. On peut aimer... moi, j'adore jouer au ping-pong, par exemple. Bon, je ne suis pas excellent au ping-pong, mais j'adore jouer au ping-pong. Moi, j'adore la guitare, mais je suis un piètre guitariste. Voilà. Mais on ne peut pas t'enlever ce plaisir de jouer à la guitare. Mais je pense que c'est une erreur de dire aux jeunes, parce qu'à ce moment-là, moi j'étais jeune, personne ne me l'a dit directement, mais il y a cette idée que... Trouve ta passion. Trouve ta passion, et c'est presque même une pression, je trouve. Ouais. Faut vite trouver sa passion, et puis si tes études ne sont pas dans ta passion, t'es un loser, genre vraiment tu vas le regretter toute ta vie. Moi je pense qu'il faut trouver là où on est bon. C'est là la différence. Et c'est pas forcément sa passion. Là on est bon, parce que quand on est très bon dans quelque chose, si j'étais le meilleur pâtissier du monde, mais ce serait un plaisir de faire des croissants tous les jours. Ce serait un plaisir d'être reconnu pour ça. Par le travail et la validation que tu es bon dans ce travail-là que naît la passion. C'est ça. C'est un peu la pyramide de Maslow. C'est quand on est utile au groupe qu'on se révèle, qu'il y a une satisfaction géniale. Mais c'est difficile de trouver ça. Moi, je ne savais pas que j'étais bon communicant. Parce que finalement, dans mes guides, dans la musique, dans ce que je fais aujourd'hui, il y a toujours eu de la communication, il y avait de la vulgarisation, que les gens puissent se sentir capables de faire quelque chose ou de découvrir quelque chose. Donc, pour savoir ça, il a fallu toucher un petit peu à tout. J'ai fait d'autres choses. Mais il fallait savoir écrire. Il fallait le faire, avoir une certaine validation, comprendre que les autres reconnaissaient ça en moi. Et après, c'est hyper satisfaisant. Une fois qu'on nous reconnaît quelque chose, on se dit, tiens, c'est génial, peut-être que je pourrais même pousser un petit peu plus, être un peu meilleur. Donc... il ne faut pas avoir honte de se dire, je sais pas, je suis quelqu'un qui est assez rationnel, qui aime bien la data, peut-être qu'il faut que je sois expert comptable. Mais je peux vous assurer que si quelqu'un est très bon en tant qu'expert comptable, il est très heureux d'être expert comptable. Pourtant, c'est moins sexy que de monter un label de musique. On revient tout de suite à votre épisode, mais avant cela, je voulais vous parler d'une société qui m'a vraiment impressionné, Matisse. Matisse, c'est le premier club d'investissement agréé par l'AMF qui permet d'investir dans des œuvres d'art contemporain majeures à partir de 20 000 €. Concrètement, vous pouvez co-investir dans des pièces signées Warhol, Basquiat ou Soulage, des artistes ayant profondément marqué l'histoire de l'art, reconnus par les institutions et les grands collectionneurs. Matisse vise un TRI net de 15% avec une durée d'investissement moyenne non garantie de 2 ans, pouvant aller jusqu'à 5 ans. J'ai parlé avec leurs membres et depuis 2023, ils m'ont dit qu'ils avaient ensemble investi dans 65 œuvres
et 16 d'entre elles ont déjà été revendues. Si investir dans l'art vous intéresse, rendez-vous sur matisse.club pour en savoir plus. Mais attention, les performances passées ne préjugent pas des performances futures et l'investissement dans des actifs non cotés présente un risque de perte partielle ou totale du capital investi. Allez, retour à ton épisode. C'est un peu le principe de ce que les Japonais appellent le ikigai. C'est-à-dire que tu fais quelque chose, tu apprends à être bon dans ce que tu fais et tu le perfectionnes sans cesse. Et un jour, tu te réveilles et en fait, tu es passionné par ce que tu fais. C'est ça. C'est un mix. Il y a un peu de passion, il y a de la reconnaissance pour ce qu'on fait et idéalement, on est aussi payé pour ça. Ouais. Alors, dans ce périple autour de la musique, tu vas traîner un peu tes guêtres un peu à droite à gauche, entre Paris, Berlin. Ouais, j'étais à Séoul, j'ai fait des études là-bas, j'ai continué à faire l'école de commerce là-bas. Dans la musique, j'ai fait ça pendant 7 ans. j'ai géré Mais les études, c'était ton side project et vraiment la musique, c'était... Ah ouais. Moi, tu sais, je t'ai dit, quand je rentrais dans une salle de classe, mon objectif, quand je rentrais dans la salle de classe en école de commerce, il fallait que je prenne l'ordinateur, que je me mette le plus loin possible, le plus au fond possible, pas à côté de personne. Je me mettais dans un coin. Et l'objectif, c'était est-ce que je vais pouvoir travailler sur ce que je veux travailler le plus possible sans qu'on m'emmerde. Pour que tu puisses bosser sur je puisse bosser sur mon label, sur mes ambitions. On a vendu des vinyles, on a fait des t-shirts, on a fait du merch, on a géré des artistes, on géré des releases. Bon, on organisait des événements. Je voulais que ça prenne de l'ampleur. Ouais. Et en fait, les études, c'était un frein presque. Et moi, je me souviens même que quand on nous interdisait les ordinateurs, je prenais un cahier, 200 pages, j'écrivais comme un fou. J'écrivais ce que j'allais faire quand j'allais sortir de la salle. Alors, dès que je sors, il faut que j'aille sur ce site-là, il faut que je fasse ça. Donc, on peut dire que tu n'étais pas vraiment passionné par tes études. Ah non. À tel point, d'ailleurs, que tu vas drop out. Hein. Je vais drop out. Tu vas pas finir ton... Non. Master 2, j'ai tout validé quasiment. Les stages, le voyage à l'étranger, les 4 stages. 4 stages, le voyage à l'étranger, toutes mes matières. Il m'en manquait une. Et on me demande de passer 6 mois à Paris pour la valider. Et à ce moment-là, moi, mon business tourne. Et ton business, là, la musique, au bout d'un moment, tu vas avoir... c'est presque un choc. Hein. Ouais. Parce que là, tu as décidé que tu sais le faire, tu as l'impression de le faire bien. Ouais. La passion, elle était là dès le départ. Ouais. Et ça va s'arrêter brutalement. Ouais, en avril 2022. Je suis à Berlin à ce moment-là. J'ai déménagé à Berlin, un peu de la même raison pour laquelle toi, tu as déménagé à San Francisco pour la tech. Sauf que moi, c'était pour la techno. Donc, tu vois, 2 lettres de différence. Bah, c'est le centre, c'est le centre de l'Europe. Tout se passe là. Ouais. Et en avril 2022, on a un conflit avec il s'appelait Omar. C'était sur un autre label que celui avec Axel. On a un conflit. Et là, j'ai un peu le retour de bâton. Ouais, le wake-up call. Je me rends compte que ça fait 7 ans que je fais ça. Ça fait 7 ans que je suis en train de bouger cette barque. Et en fait, je ne suis pas dans l'eau, quoi. Je suis dans de la gadoue depuis 7 ans. Ça veut dire quoi être dans la gadoue? Parce que tel que tout le monde en parlait avant, on a l'impression que ça marchait. Ça marchait. Ouais. Mais en fait, moi-même, je ne savais pas à quel point mes skills et à quel point je pouvais être utile aux autres pouvaient être 10 fois plus, 100 fois plus impactants, autre part. À ce moment-là, moi, c'est le secteur, en fait, qui... c'est là que tu te réveilles et tu dis que ce secteur est pourri, quoi, c'est ça? En fait, c'est un secteur, c'est assez particulier, la techno à Berlin, surtout dans l'environnement dans lequel j'étais. Il ne faut pas réussir. C'est-à-dire que c'est pas bien de réussir. Mais en même temps, tout le monde veut réussir, évidemment. Les types sont tous entre second boulot et DJ ou second boulot et label. Leur objectif, c'est qu'ils fassent que de la musique. Que de la musique, ouais. Bah oui. Mais en même temps, trop réussir, ça veut dire qu'on devient mainstream, donc du coup, c'est pas bien. Donc il y a tout ce jeu de chaise musicale, de je réussis mais pas trop, faut pas trop en faire, faut réussir sans trop forcer. Sauf que moi, j'étais ambitieux, j'avais envie de pousser, j'avais envie de créer pour cette communauté que je trouvais passionnante, parce que j'étais passionné par cette musique. Et tu avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui te retenait. Ouais. Il y a un truc qui me retient, l'environnement me retient, on ne célèbre pas l'excellence. On a peur de l'excellence. Et à ce moment-là, moi, j'avais un side job chez Trade Republic, dans la fintech. À Berlin. À Berlin, rien à voir. C'est une boîte allemande. Et je me mets à 100% dedans. À ce moment-là, j'arrête la musique. Je fais 2 semaines de dépression, je sors pas de chez moi. Je pense que c'était pour me reprendre un peu mes esprits de
Tu reviens dans un 9 to 5, dans un job. Exactement, voilà. le 9 to 5. Sauf que le 9 to 5, quand je suis plus dans la gadoue, ça pète fort. Et les types, ils se sont dit, waouh, en fait, tu fais plutôt bien ton travail. T'es bon. Je suis plutôt bon, oui, et en plus, on me le reconnaît, tu vois. Ouais. On le reconnaît, et à ce moment-là, je me dis, mais en fait, je suis toujours passionné par la musique. Tu faisais quoi chez Trade Republic? Social Media Manager, communicant. Okay, encore une fois, on est sur la même chose finalement. Et d'ailleurs, je remercie Mathias Bacchino, qui était le directeur France à ce moment-là, qui lui reconnaît que je suis bon. Ensuite, un ami à lui, Nicolas Chéron, reconnaît aussi que je suis bon. Et les deux me disent, continue d'écrire, t'as un truc, tu vois. Et là, que ce soit de la fintech, que ce soit des meubles Ikea, j'aime en fait pouvoir communiquer facilement, simplement à quelqu'un comment faire quelque chose ou pourquoi est-ce qu'il devrait faire quelque chose. Donc là, à ce moment-là, je suis reconnu pour ça et ça fonctionne. Ça fonctionne. Je vais même quitter Trade Republic, être ghostwriter pour Nicolas Chéron pendant 6 mois et avant que mon propre LinkedIn en fait s'envole. Et là, il se passe un truc incroyable. On est en octobre 2022. Décembre. Novembre. Fin novembre, début décembre. Okay. Sort ChatGPT. Ouais, c'est ça. Et là, c'est intéressant la première expérience que tu as avec ChatGPT. Ouais, elle est assez... En fait, c'était très drôle parce que quand on te voit aujourd'hui, quand on voit la première expérience que tu as eue avec ChatGPT, on se dit... Elle était très candide, en fait. Et il s'est passé que 3 ans, là, à peine 3 ans. Ça, c'est fou, j'ai l'impression que c'était il y a 30 ans. Ouais. Qu'est-ce qui se passe alors? En fait, comment tu découvres ChatGPT? Déjà, GPT 1 et 2, c'était nul. Ouais. Les gens oublient. Parce que quand je dis GPT 1 et 2, ils disent mais de quoi tu parles? Bah là, mais en fait, l'iPhone 1 était nul aussi. Exactement. C'est ça. Et en fait, aujourd'hui, c'est GPT 5 et les gens ne savent pas que ce qu'ils ont connu, qui a explosé, c'est GPT 3. Donc GPT 1 et 2, pas ouf. Forget about it. Voilà. GPT 3, mieux. Mais toujours question-réponse. Tu poses une question, tu as une réponse, point. C'est tout. Je l'essaye. Pas de mémoire. Pas de mémoire, pas de contexte, pas de conversation. Donc moi, je le fais, je l'utilise, pas ouf. Après, il y avait Jasper et tout qui l'utilisait, moyen. Bon. Et après, ils sortent un article, 30 novembre 2022. Moi, j'appelle ça « The First Day of AI ». C'est le jour qui a changé la vie de beaucoup de gens, « First Day of AI », parce que là, ils sortent un article. En fait, on s'est rendu compte que si on avait un chat avec ce GPT-3, ce Generative Pre-Training Transformer 3, le nom, hein, un peu cossack, bah, c'était pas mal. Donc voilà, on a lancé un petit outil, ça s'appelle Chat with GPT-3. C'était ça le nom de l'article. Les gens oublient. C'était pas ChatGPT avec tout ce qu'on connaît de ChatGPT, c'était Chat with Generative Pre-Training Transformer 3. Bon, j'essaye. Il fallait vraiment y aller, quoi. Fallait y aller, mais il y avait des types sur Reddit qui disaient que c'était génial. Bon, moi j'avais déjà essayé le 3, j'essaye, pas mal. Ok, au début j'ai créé un poème à mon pote qui était assis à côté de moi à Berlin, Ali, je me souviens, et j'écris genre je me fous de sa gueule. Je fais ouais, écris un poème sur le fait que Ali il a une moustache un peu ridicule. et le poème était pas mal. Bon, je vais dormir, je me réveille le lendemain matin, et en fait en quelques jours ils font 1 million d'utilisateurs. Et je vois ça sur Reddit, je dis attends, le tout coup j'ai fait un poème là sur Ali. Ça fait il y a déjà 1 million de users. 1 million de users. En à peine une semaine. Ouais, même pas. Je lui dis, ok, je réessaye. Ça marche moyen. Mais je sens qu'il y a un potentiel. Ok. Là, je me dis, il faut que je trouve un guide. Comment on utilise ce truc? Il doit y avoir une meilleure manière d'utiliser. Et là, je tombe dans le rabbit hole de prompt engineering. Sauf que le prompt engineering... Ah ouais, là, c'est des papiers... En décembre 2022, c'est ça. C'est des papiers académiques à dormir debout. Des trucs de matrice, de probabilité, de mathématiques. Des types, ils écrivent ça pour écrire le système prompt de ces labos d'IA. Ouais. Donc, en fait, le système prompt, c'est ce qui fait marcher ChatGPT derrière, ou les GPTs. Donc là, je me dis, OK, je vais tout lire. Et je vais essayer de vulgariser pour moi. Mais attends, pourquoi tu te dis je vais tout lire? Parce que je suis un peu fou. Voilà, faut mettre au clair. Pourquoi est-ce que quand je vois qu'on peut faire des millions de combinaisons sur un jeu vidéo, mais qu'il faut en choisir que 8, bah moi, j'ai envie de trouver la meilleure combinaison. Voilà, c'est tout. Je pense qu'il y a un... Dans le jeu vidéo, on appelle ça du theory crafting. C'est cette idée qu'il y a une manière optimale de faire quelque chose. Et j'ai envie de la trouver. Ouais. Donc, à ce moment-là, je sens quand même que ChatGPT est excellent, est bon, mais que personne ne sait l'utiliser, sauf les types hyper techniques, qui vont faire du JSON, du Python, qui vont utiliser l'API. Une chose est sûre, c'est qu'ils ne savent pas en parler. Et ils ne savent pas en parler. Ça, c'est sûr. Et moi, je me retrouve à lire les blogs et les papiers académiques. Et au départ, voilà, on parle de, je vais te donner un exemple, chain of thought prompting. Donc la chain of thought, ça fait un peu peur.
tu lis le papier, des matrices, des machins. Et en fait, quand tu lis les 60 pages, à la fin, donne des étapes. C'est-à-dire que plutôt que de dire « écris-moi un article », c'est mieux de dire « on va écrire un article ensemble ». Étape 1, trouve un bon sujet. Étape 2, fais-moi le titre de l'article. Étape 3, l'introduction. Étape 4, on va faire l'outline ensemble. Saucissonne le process. Exactement, saucissonne-le, c'est tout. Mais non, il fallait qu'ils appellent ça « chain of thought prompting ». Donc moi, je prends les termes techniques, ce qui va être intéressant, et pour moi-même, je m'écris un peu des mémos. Chain of thought prompting, perspective transitioning prompting, tree of thought prompting, zero shot, one shot, few shot prompting. Ou ça, c'est juste, donne un exemple de ce que tu veux. C'est pas... Plutôt, zero shot, c'est écris-moi un article. One shot prompting, c'est ça, c'était un bon article. Écris-moi la même Maintenant, écris-moi le suivant. Sur un autre sujet qui n'a Sur un autre sujet. Mais comme ça, il comprend le style. Et ça marche encore aujourd'hui, ça? Ah, bien sûr. Ouais. Tout ça, ça marche, bien sûr. Et c'est encore sous-utilisé. Personne ne sait encore vraiment prompter de la bonne des manières. Je l'explique encore aujourd'hui. Ouais. Et en fait, j'en fais un post sur LinkedIn de toutes mes trouvailles en décembre, 7 décembre 2022. Et puis là, je m'avais 2 millions de vues. Je me dis, waouh. Ok. Là, il y a quelque chose. J'ai touché une corde sensible. 2 millions de vues, c'est un truc jamais fait. 2 millions de vues, on parle de 48 heures. T'imagines les messages sur LinkedIn. J'en avais des centaines et des centaines et des centaines. J'avais quelques milliers d'abonnés, j'en prends 10 000. Instantanément. Et là, en fait, il se passe quelque chose de bizarre. Tout le monde me dit, crée un cours, lance une académie ou quelque chose. Et là, je sens qu'il y a un problème avec cette vision. C'est que, encore une fois, je ne vais pas pouvoir faire du contenu, du bon contenu. Je vais être retenu par le business. Le fait de créer un business, c'est pas la même chose. Donc, ce que je fais, c'est que je regarde tous les commentaires, tous les messages privés. Et je regarde où est-ce qu'on me demande le plus de choses. Sur l'article, sur le fait de trouver des informations, le fait de faire des stratégies marketing sur X, Y, Z. Et en fait, tout ça, je les mets sur un Excel et je me dis, OK, tous les jours, je vais faire un nouveau contenu sur tout ce qu'on m'a demandé, gratuitement. Machine, hein? Machine, mais j'adore. Machine, hein? C'est les instructions. On me demande de faire les instructions. Ah, on m'a donné plein de meubles. Il y a un robot dans Ruben. Ah bah franchement, les gens ils pensent que je suis un robot, mais bon. Et je leur donne même pas tort. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est intéressant ce que tu dis là sur aujourd'hui les États-Unis et la Chine ont décidé d'absolument inscrire l'intelligence artificielle dans le programme éducatif. La Chine a commencé d'ailleurs avant les États-Unis, mais là avec le America's AI Action Plan, c'est clairement, et puis apparemment Mélania a pris le flambeau sur ce sujet-là, sur l'éducation. Ils t'ont appelé, ils t'ont contacté parce que tu étais la meilleure personne, quoi, en fait. Pour les États-Unis, la Chine, non. Les boîtes sont intéressées par ce que je fais. J'ai l'impression que le gouvernement, ils sont toujours un petit peu. La France, j'imagine qu'elle t'a la France, j'ai reçu une invitation, j'ai cru que c'était du phishing. J'ai reçu une invitation de Monsieur le Président de la République pour un colloque. Il a fait une conférence à l'Élysée. Exactement. C'était en mai. Je venais de quitter la France. C'était pas le bon moment. Je rentrais à Tel Aviv à ce moment-là. J'y suis pas allé. Mais j'ai pris une capture d'écran de l'email. Je l'ai envoyé à ma mère. T'as dit encore un fake. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais? Non, je suis très peu contacté par les gouvernements. Alors, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Je sais pas, c'est à toi de me dire. Non, je pense que t'as pas besoin d'eux. Non, j'ai pas besoin d'eux. Mais je pense que eux, en revanche, ont besoin de toi. Et c'est étrange qu'ils te contactent pas, mais je pense qu'effectivement... Ça prend du temps, les informations prennent du temps. Est-ce que tu peux nous raconter enfin cette anecdote de cette thèse avec ton ex? Parce que c'est arrivé pas loin après toute cette histoire. Ouais, c'est ça, c'était juin dernier. Juin dernier. Juin dernier. Ça fait 1 an que j'ai pas parlé à mon ex. Elle m'envoie un message. Alors elle voit que tu es devenu... Ouais. Elle a compris. Elle a compris et elle s'est dit, bon, là j'ai une thèse en août, on est en juin, je vais lire les contenus de Ruben, je vais regarder ses vidéos, ça devrait le faire. Elle n'y arrive pas, elle m'appelle. Moi je suis étonné de recevoir l'appel, je réponds, allô. Alors avec un accent israélien un peu fort, je vais pas le faire là parce que sinon je vais me faire comme celle, mais... mais elle me dit, écoute... j'ai regardé tes vidéos, j'ai tout regardé. Ça me gave, j'arrive pas. Aide-moi. Je lui dis, écoute, ce qu'on va faire, c'est que là, j'ai une caméra devant moi. Je vais appuyer sur Record. Voilà, cette caméra comme celle-ci. Je vais appuyer sur Record. Je vais prendre 1 heure. Dans 1 heure, je te rappelle.
si j'ai fait des avancées, je te le dis. Si j'ai pas fait d'avancées, bah voilà, tant pis, c'est pas grave. Mais par contre, j'ai une condition. Si ça marche, je floute ta voix et ton nom, mais je poste ça sur YouTube. Elle m'a dit, ok, pas de problème. On reconnaît le créateur de contenu qui a vu une opportunité. Bah ouais, je me de suis dit, faire attends. quelque chose d'intéressant. Et même, c'était un challenge, j'aime bien. Ouais. C'était un challenge. Je me suis dit, d'ailleurs, tu pourras regarder la vidéo, les 2 premières minutes. Donc, je parle face caméra et je suis vraiment en mode, salut, on va voir si je peux écrire une thèse en 1 heure. Et c'était un truc balèze, hein, attention. C'était 20 pages avec citations type Harvard. Donc, des vraies citations. Il fallait au moins 15 articles où je prenais des citations d'au moins 15 articles. Et c'était sur la différence de diplomatie entre les États-Unis et l'Europe envers l'Iran. Il y a beaucoup de papier dessus. Je veux dire, c'était facile, ça. Mais l'écriture était balèze. J'ai utilisé Consensus pour trouver les gaps de littérature. C'est une IA qui permet d'aller chercher dans les papiers académiques les gaps de littérature. Et on a, en fait... Qu'est-ce que t'appelles les gaps de littérature? Les gaps de littérature, c'est par exemple, comment est-ce que les États-Unis gèrent la diplomatie avec l'Iran? Et ben, il va te sortir tous les papiers qui traitent de ce sujet. Le champ lexical, les termes qu'ils utilisent, non, il va les te modalités. Dire, là, il y a tel article qui a parlé de ça à tel endroit. Là, il y a tel article qui a parlé de ça à tel endroit. Okay. Mais tel article, ils ont parlé de ça à tel endroit, mais il leur manque ça. Donc moi, en fait... Donc il y a une analyse. Il y a une analyse. C'est de la recherche de papier un peu plus poussée avec l'IA. Moi, je télécharge tous les PDF des articles. J'utilise un site illégal russe. Allez regarder la vidéo parce que je veux pas que Monsieur Carlos ait des problèmes. Mais j'ai utilisé un truc pour ne pas payer certains articles parce que j'allais pas dépenser $200 pour mon ex. Et ensuite, je fous tout ça dans ChatGPT. Je lui dis, écoute, ça c'est mon sujet. Ça c'est tous les articles que je vais utiliser pour le traiter. Trouve-moi les bonnes citations dans tous ces articles. Fais-moi l'outline de la thèse. Tu me mets les bonnes citations dans l'outline. Et une fois que tout ça c'est fait, bah, il n'y a plus qu'à. Hein. T'écris tout. 40 minutes, 27 pages. Elle a eu 92 sur 100. Elle a son diplôme aujourd'hui. Mais ça veut dire énormément sur notre façon d'apprendre. Tu te rends compte ce que tu es en train de dire là pour les jeunes qui nous regardent et les écoles leur disent surtout utilisez pas l'intelligence artificielle. Pas l'Internet, pas l'intelligence artificielle. Moi, je trouve ça débile. Je trouve ça débile parce que, en fait, c'est l'éducation qui les a... On les abandonne, en fait. Oui, mais là, regarde, dans ton exemple, ton ex, elle a rien appris. Exactement. Mais justement, c'est ça que je veux montrer. Ouais. Peut-être que c'est pas la bonne manière de savoir si c'est une bonne élève. Ouais. Peut-être qu'en fait, on devrait un peu évoluer. Aller vers un mode plus oral. Plus oral, par exemple. Un peu plus ça se fait beaucoup aujourd'hui. Hein. Bah oui, peut-être qu'en fait, elle devrait arriver dans une salle et on lui donne 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures pour créer un argumentaire. Peut-être avec l'intelligence artificielle. Peut-être avec l'intelligence artificielle, avec son ordinateur. Et venir le présenter. Parce que si quelqu'un devait présenter quelque chose face à toi, dans un sujet où toi, tu t'y connais bien, même si j'utilise de l'intelligence artificielle, tu sais si le type, il a bien compris ou pas. Tu sais si le type, il maîtrise son sujet. Ouais. Donc moi, je pense que c'est ça qu'il faudrait faire. Les écoles, après, nous disent « Ah oui, mais ça, tu sais, c'est trop cher. » Puis il faut immobiliser des professeurs. Je pense que c'est pas ça, Ruben. Le problème, c'est que les écoles, elles ont construit leur modèle économique sur un mode d'apprentissage qui n'a strictement rien à voir avec celui que tu décris. Voilà. Et donc, ce dont on est en train de parler détruit le business. Exactement. Finalement, comment est-ce que les gens apprennent et comment est-ce qu'ils vont devoir utiliser ces outils dans le milieu professionnel? Les écoles n'en ont strictement rien à faire. Et elles vendent un curriculum qui dure un certain nombre d'années parce que, justement, il faut engranger par soi-même des connaissances. Et peut-être que les curriculums de 4 ans, peut-être qu'avec l'intelligence artificielle, ne dureraient plus que 2 ans. Ça veut dire que tu divises par 2 le modèle économique de l'éducation. Et c'est un business qui est colossal. Il y a 3 secteurs aujourd'hui dans l'économie qui, malgré la technologie, Internet et l'intelligence artificielle, il n'y a pas eu de commoditisation du prix. Ouais. La santé, l'éducation et le real estate, c'est-à-dire la construction, l'immobilier, des choses comme ça. Ces prix ont continué à augmenter. Ouais. Aujourd'hui, tu regardes, moi, mes filles ont fait des études aux États-Unis. Ah oui, c'est hallucinant. Aberrant. C'est aberrant le prix des études aux États-Unis. Il y a autre chose aussi, j'aimerais bien t'entendre là-dessus, parce que là-dessus, ça peut être disruptif en fait pour toi. Est-ce que tu ne crois pas que
le monde, avec cette intelligence artificielle, est en train de passer d'un mode écrit à un mode oral. C'est-à-dire que la transmission, l'apprentissage de la connaissance et le travail est en train de passer à un mode oral. Or, toute notre société est basée sur l'écrit. La pensée structurée dans notre société, c'est quoi la pensée structurée? Ce sont les universités, les religions, les syndicats. Tout est basé sur le livre. Exactement. Et sur l'écrit. Et toi aussi, d'ailleurs, tu fais beaucoup d'écrits. Sam Altman dit « Mon enfant sera moins intelligent que l'intelligence artificielle. » C'est ce qu'il pense. Ouais. Et est-ce que tu ne crois pas qu'on est passé dans un mode absolument oral? Moi, je vois, quand je me pose des questions, j'interroge ChatGPT en mode vocal. Ouais. C'est hallucinant. Je t'enverrai un mème que j'adore, parce qu'il parle de ça. Tu pourras peut-être même le montrer à l'écran. Où c'est une fille qui a installé sur son ordinateur et qui demande à son collègue de venir. Et elle dit « Regarde, j'ai écrit cette petite phrase et il m'a sorti tout l'email. » Et après, la case d'en dessous, c'est le même collègue qui est assis à son bureau. Il y a la fille qui arrive et lui dit « Regarde, on m'a envoyé tout cet email et j'ai sommarisé j'ai fait le sommaire en juste une petite phrase. Ouais. » Et en fait, c'est ça. C'est qu'on va arriver très vite dans un monde où l'écrit va être complètement absorbé par des agents d'IA qui vont summariser, qui vont faire le résumé, pardon. Voilà, c'est ça, résumer, qui vont répondre à notre place plus rapidement. Et ça va plus loin, c'est est-ce qu'il y a des gens qui disent que, pas nos enfants, mais nos petits-enfants ou nos arrière-petits-enfants, pour toi, ne sauront plus écrire? Parce qu'en fait, écrire n'aura absolument aucun intérêt. Je vais poser une question. Ouais. Est-ce que Google Maps nous a rendus meilleurs ou moins bons en orientation? Mais je pense qu'il nous a rendu moins bons. Ah non, c'est pas je pense. On est catastrophique en orientation. C'est-à-dire que si tu n'as plus Google Maps, je sais plus... Je sais plus faire, moi. Ouais. Moi, je sais plus faire. Moi, ça me fascine. Quand on regarde des films dans les années 70 ou 80, les types sortent des cartes. Dans les voitures. Dans les voitures, je trouve ça exceptionnel. Je sais que c'est un peu idiot de croire que le monde n'existait pas comme ça. Moi, je pense que quand je dirais ça à mes enfants, qui auront des voitures autonomes qui se diront, mais attends, il y avait un type qui conduisait pour toi et en plus, il y avait des cartes. Enfin bref. Donc, je pense que oui, effectivement, on perd des skills. Mais je pense pas qu'on soit forcément plus idiot. Certains mais on en développe d'autres skills. C'est ça. Et moi, on va certainement revenir là-dessus, mais moi, je pense que pour garder notre edge, en fait, on va être des tastemakers. Nous, on va donner la direction. Je donne souvent l'analogie du chef d'orchestre ou du DJ. Le DJ, il ne sait pas jouer de la guitare, il ne sait pas jouer de la batterie, mais il a toute une panoplie, il a tous les instruments du monde, en fait, devant lui. Il a tous les effets, tous les instruments du monde. Et c'est très difficile d'associer tout pour en faire une musique. Le chef d'orchestre, c'est pas lui qui joue les instruments, mais c'est lui qui donne la direction ou qui pourra l'écrire, tu vois. Et qui a parlé pendant des heures, qui est un prompt en fait. Hein, c'est ça. Avec les musiciens en leur disant, tu sais, à ce moment-là, j'aimerais que tu le joues comme ça, etc. Et en fait, il a prompté les musiciens, ce chef d'orchestre, pour que le jour de la représentation, qui est le delivery, c'est la direction artistique. La direction artistique a été donnée. Moi, si j'étais à l'école, ou si j'étais plutôt celui qui était ministère de l'Éducation, je ferais beaucoup de direction artistique, mais de tout, quoi. La bouffe, la musique, la sculpture, la peinture. C'est ça ce qu'il faut apprendre à l'école. C'est ça qu'il faut apprendre à l'école. Ils pourront utiliser de l'IA, mais l'idée, c'est pas de mettre l'IA sur un piédestal, c'est juste que notre capacité à avoir du goût et à façonner ce qu'on veut vraiment créer, c'est ça, en fait, le edge. C'est ça l'avantage qu'on aura sur l'intelligence artificielle, sur tous les outils. Sur tous les outils. En fait, c'est un soft skills, quoi. Exactement. Et puis, alors, attention, parce que je vais les entendre, là, tes auditeurs, ils vont me dire « Ouais, mais Ruben, une fois que l'IA, elle va faire du tastemaker, une fois que l'IA va donner la direction, bah, c'est bon, ça y est, c'est fini. » Et non, en fait, ça marche pas comme ça. Ce que l'IA va réussir à faire, elle va pas être de plus en plus forte pour nous dépasser. L'IA, c'est le médiocre. Ça sera toujours le average. Dans la salle. Ça sera pile au milieu de la bell curve. On est pile au milieu. Donc certes, l'IA, elle va être de plus en plus forte à donner une direction, faire des images, faire des vidéos, faire du script, faire de l'écrit. Certes, mais ça sera toujours average. Donc ça sera toujours à nous de faire un peu plus, un petit peu plus, un peu mieux. C'est ceux-là qui gagneront. Ça me fait penser à... Je ne sais pas si tu l'as vu, cette interview, on en a parlé lorsqu'on a déjeuné ensemble, de cette interview de Sam Altman avec Tucker Carlson, ouais. Qui, je pense, est
je m'attendais pas que Tucker Carlson, pardon, je ne m'attendais pas que Tucker Carlson fasse la meilleure interview de Sam Altman au monde. Ouais. Et pourtant, ça l'est, parce que pour la première fois, on a vu un Sam Altman qui a été en Désorienté. désorienté Ouais. complètement. Il l'a amené sur un aspect très mystique. Il lui a posé des questions comme est-ce qu'OpenAI a l'intention de devenir une religion? Parce que quelque part, prompter, c'est une prière. On espère que quelque chose Voilà. arrive. J'ai eu plusieurs prompts où je me disais, il faut Ouais. absolument que ça marche. Ouais. Et Sam Altman a été gêné là-dessus, et il dit exactement ce que tu dis. Il dit on n'est pas une religion parce qu'on n'a pas un livre sur lequel on pourrait se référer. Ouais. Tucker Carlson lui dit à vous de le créer, quoi. À Ils la vont le limite. faire. Et de toute façon, la réglementation vous obligera peut-être à le créer. Mais il dit exactement ce que tu dis. Il dit que ChatGPT ne sera toujours que l'average. C'est-à-dire que le travail de ChatGPT, c'est de réunir l'ensemble de la connaissance Ouais, c'est le et consensus. d'apporter une sorte de consensus plutôt mou, Bah, c'est ça. finalement, mais qui est vachement intéressant, que l'humain peut utiliser pour faire quelque chose. Et tu me parlais de ce créateur à New York, Ouais, Nick Saint-Pierre. Nick Saint-Pierre, que j'ai découvert Il depuis... faut pas dire comme ça, hein. Tu sais, il faut dire Nick Saint-Pierre. Nick Saint-Pierre, exactement, qui, lui, devient pratiquement une agence créative, Ouais. travaille pour des Ah, marques. lui, il est fantastique. Moi, il me fascine. Ouais, il fait quoi? Expliquez, comment est-ce qu'il utilise cette Alors, intelligence lui, son artificielle? truc, c'est les images. Et le meilleur outil pour faire des images, en tout cas artistiques, c'est Midjourney. Midjourney. Midjourney, c'est fantastique. Mais Midjourney, lui, c'est vraiment le Midjourney artiste. Et les gens pensent qu'en disant ça, il sait bien faire les prompts sur Midjourney. Pas du tout. En fait, lui, il a une approche de creative director, de quelqu'un qui va faire un photoshoot, d'un réalisateur. Un réalisateur, quelqu'un qui fait un photoshoot, un creative director, c'est quelqu'un, il a face à lui 1000 images, 10 000 images, des vidéos ou des images. Vidéo pour le réalisateur, images pour la photoshoot. Il envoie 1000 devant lui, comme ça. Il espère que ça soit quand même assez différent. Et là, il va te dire, la numéro 77, il y a un truc. Il y a un truc, peut-être qu'on recule un peu, qu'on décale un peu la caméra avec un autre angle. La 186. La 186 avec la 324, je pense qu'on peut combiner un peu les deux personnages. On peut en faire quelque chose. Il a fait des campagnes avec des marques de luxe. Par exemple. Il me semble qu'il a fait avec Gucci, par exemple. Mais vous pouvez même regarder, je crois même qu'il a fait beaucoup de campagnes gratuitement et après il s'est fait contacter. Et moi, je trouve que ses créations pour Gucci, elles sont exceptionnelles. Il y a une patte. Tout en intelligence Tout en intelligence artificielle, tout en Midjourney. Et en fait, sa capacité, lui, folle, c'est pas de savoir prompter, c'est il prompte énormément d'images et il sait sélectionner. Et je t'expliquais la même... curation, en fait. C'est de la curation. Je t'expliquais un truc qu'il faisait qui est complètement fou. Au bout d'un moment, il s'est rendu compte qu'il avait tellement besoin de générer de manière aléatoire des prompts qu'il a créé une automatisation où il y a des podcasts et des gens qui parlent. Il prend le transcript, il prend le texte de ce que les gens parlent. Il découpe tous les 5 mots, ce que les gens disent. Et chaque 5 mots, hop, il est fou dans Midjourney. Et en fait, il fait ça sur 1 heure de podcast. Donc, tu as, je sais pas combien d'images générées par Midjourney. Et à la fin de la journée, il regarde toutes les images qui ont été générées. Et en fait, Midjourney fait son travail. Tu as des trucs qui sont pourris, mais là, tu as 20, 30, 40, 50 images qui sortent complètement du lot. Et ça, il les garde. Et il sait qu'il pourra les réutiliser. Ouais, ça, c'est la différence entre moi et Mathieu Stéphanie de Génération Do It Yourself qui, lui, appuie sur record et passe tout sans post-prod. Et moi qui enregistre, comme avec toi, pendant 3 heures et qui, au final, ça va donner 1 heure. L'essence. Ouais, mais je sais pas, les podcasts de Mathieu sont très bien aussi. Donc, mais moi, j'aime bien ce travail-là. En fait, ce que j'appelle avec mes monteurs, j'ai une équipe de monteurs, mais moi, je tiens à faire le dérush. Vraiment de prendre la matière brute et de dire, ouais, ce passage, il était nul, ce passage. Et d'enlever, et je crois que c'était Proust qui disait que
J'aurais aimé dire moins de choses, mais non. Non, il disait l'excellence, ce n'est pas quand il reste quelque chose à ajouter, mais quand il n'y a plus rien à enlever. Ouais, ou quelque chose comme ça. Je sais pas la quote parfaite, mais c'est à peu près ça. Et c'est exactement, là, Nick Saint-Pierre, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. C'est quand il n'y a plus rien à enlever. C'est ça, et les gens le payent pourquoi? Parce qu'il a une capacité à enlever et à savoir exactement le bon angle pour la bonne image. Alors, depuis quelques mois, on entend parler beaucoup d'une psychose autour des sujets de l'intelligence artificielle. Ouais. C'est intéressant parce que ça coïncide aussi avec l'idée comme quoi on arrive au sommet de la bulle de l'intelligence artificielle. Tu sais, cette courbe d'adoption des technologies avec a peak of expectation et puis la disillusion et ensuite... Et après, on revient sur un niveau un peu plateau plus... de la maturité, etc. Et là, il y a vraiment un afflux d'articles qui nous disent la bulle va bientôt éclater. Et puis aussi que les gens développent une véritable psychose, c'est-à-dire que des gens sont en train de tomber amoureux de on va faire des choses même plus leur graves, chatbot. Hein. Même à se suicider, hein, c'est déjà arrivé. OpenAI est en plein procès justement avec ce jeune Californien Adam qui s'est suicidé, ou OpenAI a même expliqué à Adam comment faire le nœud pour se suicider. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que ça dit en fait sur notre société, ce fait aujourd'hui que les gens sont sortis de cet outil comme un outil de productivité, mais il est devenu un véritable confident et toujours disponible. C'est ça. Toujours empathique. Toujours empathique. Toujours à l'écoute. Et malheureusement, c'était surtout pour 4O avec ChatGPT, toujours dans l'encouragement. Ce qui est parfois pas une bonne chose. Un bon ami, c'est pas quelqu'un qui te dit toujours super, vas-y, continue, c'est génial. Notamment pour savoir comment faire le nœud. Un bon ami, c'est quelqu'un qui t'aide à supporter la vie. Bah ouais. Et puis il y a des moments où il faut lui dire. Et puis parfois il y a des moments où il faut lui dire, écoute là, il faut que tu ailles faire du sport, et puis arrête avec tes conneries, je sais pas, sors-toi un peu, j'en sais rien, mais quelquefois le bon conseil, c'est pas le gentil conseil. Parfois c'est, faut aller un peu à l'encontre de ce que quelqu'un veut. Et ça c'est le problème notamment de ChatGPT, mais de d'autres LLM. Moi je pense qu'il y a un manque parce que les gens se sentent seuls. Et que en fait c'est juste un symptôme de notre société. L'IA a juste exacerbé cette partie-là. Les gens sont de plus en plus seuls, sont de moins en moins en communauté, sont de moins en moins religieux, sont de moins en moins avec leur famille, se marient de plus en plus tard, ont des enfants de plus en plus tard. Il y a un manque, il y a un gap, il y a un vide qui doit être saisi. Et un chatbot qui peut constamment te parler, se souvient de tout ce qu'il te dit et t'encourage tous les jours, ça m'étonne pas que ça arrive. Il y a un exemple en France où un mec qui bosse, je sais pas, je crois qu'il est cheminot ou un truc comme ça, et dès qu'il rentre, il va sur Replica, il a une maîtresse sous forme d'une IA. Sa femme est absolument au courant, et d'ailleurs elle dit, il passe des heures à parler avec elle, et sa femme elle dit, ouais mais au moins pendant ce temps-là, il n'est pas au troquet en train de picoler ou à me tromper. Moi, je le dis ouvertement, j'aime pas tout dans l'IA. Les gens ils pensent que je suis monsieur IA, donc du coup, je vénère tout ce qui est touché ou apprivoisé par l'IA. C'est faux. C'est faux, et moi, ça, c'est quelque chose que j'aime pas du tout. Character IA, qui est une AI, qui est une grosse boîte autour de ça. T'as Meta, qui a lancé aussi des trucs complètement fous. Avec des parle à une grand-mère sexy. On en est presque aux pubs, tu sais, que tu as dans les pornos, quoi. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi. On revient au Minitel au 3615 Lulu. Voilà, c'est ça. Et tu as aussi Grok, donc de XAI, l'ancien Twitter, qui a aussi lancé, tu sais, là, le Valentin et la fille, je sais plus comment elle s'appelle, Annie, qui sont censées être les représentations les plus poussées de ce que la femme veut chez un homme et de ce que l'homme veut chez une femme. Les hommes viennent de Mars et les femmes deviennent de Vénus. Ouais, c'est ça. Et en fait, on est en train de créer des trucs quasi impossibles de ne pas tomber amoureux. Je sais pas. Moi, j'aime pas trop. Je pense que le monde n'a pas besoin de ça. On a besoin de se retrouver un peu plus. J'ai pas envie d'un futur où tout le monde parle à son petit chatbot. C'est-à-dire que
il y a l'aspect amoureux, mais il y a aussi presque l'aspect messianique, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent que leur IA est un messie. Et qui sont un messager. Et que, voilà, exactement, et ils développent pratiquement des hallucinations. Ils ont des comportements complètement délirants par rapport à ça. La religion a plein de défauts. Moi, je suis athée, mais... moins les gens se retrouvaient à l'église, quoi, ou à la synagogue. C'est ça. Il y avait une communauté. Il y avait des gens qu'on allait voir le dimanche. Ouais. T'es religieux, toi? Pas vraiment. Moi, ce qu'on appelle traditionnaliste. J'aime les traditions. Okay. Le fait de faire le Nouvel An. Ouais. Donc chez les Juifs, c'est Rosh Hashanah. Dans quelques jours. Dans quelques jours. Ouais. Il y a Kippour, il y a Sukkot. Surtout quand on est en Israël, c'est très facile d'être traditionnaliste parce qu'en fait, tu vis rythme, à Tel Aviv. Hein. C'est ça, je vis à Tel Aviv et le rythme est au calendrier juif. Donc, par exemple, le lundi en Israël, c'est le dimanche. Parce que vendredi et samedi, c'est les jours de congé, c'est le week-end. Ouais. Donc là, Rosh Hashanah, personne ne travaille, le Nouvel An. Kippour, personne ne prend la voiture. Tout est vide. Ouais. Est-ce qu'on a le droit, quand on est juif, d'utiliser l'intelligence artificielle quand on fait Shabbat ou pas? Ah bah, normalement non. Non. D'accord. Normalement non. Après, bon, si c'est un cas de vie ou de mort, peut-être. Donc t'es traditionnaliste, t'es pas... Ce que tu veux dire par là, c'est que tu n'as pas une approche orthodoxe. C'est ça. De la religion. Le vendredi soir, je dîne avec mes amis tous les soirs quand je suis à Tel Aviv. Et si je suis à Paris, je dîne toujours avec ma famille. Ouais. C'est le dîner du vendredi soir. Et tu me disais aussi que à Tel Aviv... parce qu'on a vite fait de rentrer dans ce rabbit hole de l'intelligence artificielle. Ouais. Tu pliais les Gaules à 5h du soir et t'allais te promener. 6h, et j'allais sur la Teyelet, c'est le bord de plage de Tel Aviv. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris à faire. Hein. C'était pas évident. L'année dernière, je travaillais encore jusqu'à 9h du soir, 10h du soir. Mais... Et je trouve que c'est très dur à San Francisco, justement. J'allais te dire ça. Dans nos sociétés méditerranéennes, ça fait sortir. C'est la normal. Rambla, en Espagne, la Rambla, c'est pour aller voir les autres et être vu soi-même. Mais c'est ça. Mais ici, aux États-Unis, on a... Il n'y a pas ça. Et c'est pour ça que je ne pourrais pas vivre à San Francisco. Je pense que je m'enfoncerais dans le travail et vraiment, je sombrerais comme ça parce que ça serait trop intense. Et à Tel Aviv me ramène un peu à coucher de soleil. Voilà, les gens promènent leurs chiens, je vais courir à 18h, je me retrouve sur le bord de plage. Tu disais que c'était pour être vu, c'est exactement ça. Bien sûr. Et c'est humain. En fait, je rencontre des gens, je rencontre des nouvelles personnes, je revois mes potes. Juste regarder un petit coucher de soleil. Et d'un coup, on fait un peu le point sur ce qu'on fait dans la vie. On prend de la distance avec l'IA, le contenu qui peuvent être très vite fort en adrénaline. Ouais. Mais j'essaye de ne pas trop me gaver d'adrénaline toute la journée parce que sinon, 1, on dort plus, 2, on est moins productif. Puis 3, c'est pas que ça la vie. Il y a autre chose. Ouais. Mais tu n'as pas le sentiment, à travers ce que tu fais, de participer à cette psychose et tu as des millions de vues, tu as des gens qui t'en demandent tous les jours de plus en plus. Quel rapport, c'est intéressant, toi tu dialogues avec ces gens-là, quel rapport est-ce qu'ils ont justement avec ces outils-là? Est-ce qu'il est, dans ton cas, très productif, très professionnel, je suppose, ou pas seulement? Pas seulement. Parfois, je reçois des réponses par mail. Donc, il y a 130 000 personnes qui lisent mes emails tous les dimanches. Et je reçois des réponses, je ne peux pas toutes les lire, mais parfois, je reçois des pavés de genre, je sais pas, 100 lignes, 200 lignes de quelqu'un qui me raconte sa vie, des trucs intenses, quoi. On s'est jamais parlé. Et d'un coup, c'est j'ai perdu mon travail, il faut absolument que je puisse faire ça, et j'ai du mal à faire ça, j'ai peur, aide-moi. J'ai peur. En fait, c'est des appels à l'aide que moi, évidemment, je ne peux pas m'occuper un par un, cas par cas. Et c'est un peu la malédiction de quand on est créateur de contenu, notamment quand on fait l'éducationnel. Il faut très vite faire le deuil du fait que tout le monde va réussir. Malheureusement. C'est comme si je faisais, j'aime bien cette analogie, c'est comme si je faisais du fitness. Je sais que toutes les personnes qui vont regarder mes vidéos de fitness, où j'essaie d'expliquer aux gens, je sais pas, comment manger et faire du sport, vont pas appliquer mes conseils. Mais il faut en faire le deuil. Et c'est dur, c'est très dur. Il y en a qui n'y arrivent pas. Il y en a qui cherchent à aider tout le monde, sauver tout le monde. Mais en fait, on se perd très vite. Tu t'es protégé par rapport à ça? J'essaie de me protéger, je réponds pas à tous les messages. Je peux pas, de toute façon. Et tu n'as pas mis en place des IA pour le faire ou Le problème, c'est quoi? C'est que, t'imagines si j'avais une réponse automatique à celle qui me dit j'ai perdu mon travail,
je pense pas que cette personne-là cherche à parler à une IA. Elle a essayé de parler à Ruben. Et je préfère être honnête. Malheureusement, je peux pas. C'est pour ça. C'est pour ça que je te disais, tu vois, tout à l'heure. C'est ça ta réponse d'ailleurs, ce que tu fais. Tu dis, j'ai bien reçu ton message, mais je peux pas répondre à tous les messages. Je peux pas. Je reçois des centaines de messages par jour. Je peux pas. C'est pas de la prétention. C'est juste que si je devais tout répondre, je ne ferais plus ce que je fais. C'est-à-dire que je n'aurais plus la capacité de faire ce que je fais. Donc à un moment, il faut faire un choix. T'as des haters Plein. Moi, je dis, si tu fais bien ton travail, t'as plein de haters. C'est important. C'est intéressant parce que moi, j'en ai de plus en plus et ça me touche énormément. Rançon et succès. C'est tout. Mais ça me touche énormément. Ah ouais? Et pourquoi? Parce qu'on dit que ça fait pas de mal, mais en fait, ça fait du mal. Ça fait du mal. Et je sais peut-être pas comment les gérer. Je sais pas d'ailleurs comment tu les gères. Comment tu gères ça? Tu regardes pas, tu ne lis pas, tu fais quoi? Je les regarde pas, généralement. Ouais. Ça, c'est étape 1. De 2, je sais... En fait, j'avais déjà fait ce travail-là. Il y a des mecs, moi, sur YouTube, que j'aime beaucoup, notamment dans la bouffe. Ils font des recettes de cuisine. Il y en a que je trouve... ils sont forts, quoi. Je le sais qu'ils sont forts. Tu regardes les vidéos de leurs vidéos les plus vues, tu regardes les commentaires. Énormément de commentaires négatifs. Et j'étais toujours étonné. En fait, j'avais jamais vu qu'il y avait autant de commentaires négatifs. C'est toujours plus intéressant de le voir chez l'autre. Quelqu'un que tu admires, toi. Tu regarderas dans ses commentaires et tu verras. Et en fait, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe au-delà du troll anonyme. Il y a aussi cette volonté de... Carlos Diaz, il s'y connaît bien. Il est à San Francisco, il est balèze sur le sujet. Et en plus, je vois que les autres le voient. C'est-à-dire le reconnaissent en tant que tel. Donc, si... Comme moi, je n'arrive pas à m'élever, il faut que si j'arrive à être un tout petit peu au-dessus de lui, si j'arrive à prouver qu'il y a un petit truc qu'il a dit qui n'était pas bon je prends sa place. En fait, je prends sa place. Je suis un tout petit peu au-dessus de l'expert. Donc, être un tout petit peu au-dessus de l'expert, en fait, il utilise en tant que piédestal et hop, il met son pied dessus. Donc, à la limite, il faudrait presque le laisser faire. Ouais. C'était un long travail que j'ai eu avec moi-même et après avec mon équipe, parce qu'eux ont commencé à poster, Anisha et Axel. Et au début, elles avaient du mal à gérer ça et moi, j'étais déjà passé par là. Et je leur expliquais, bravo, continue. Ça veut dire que tu fais bien ton travail. Ouais. Les gens te reconnaissent tellement comme une expert qu'on essaye de te dépasser maintenant. Ouais. Très bien. Ouais. Parfait. Et il faut être OK avec ça. Il y a Nick Bostrom qui, en 2014, c'était bien avant ChatGPT, il disait qu'il fallait commencer à traiter ces intelligences artificielles comme des esprits numériques. Des esprits numériques, c'est-à-dire... des fantômes. Presque, des fantômes. Mais qui avaient presque une conscience. Il y a beaucoup de discours en ce moment dans la Silicon Valley. Conscience ou pas conscience. Voilà. Ouais. Toi qui es au cœur de ce truc-là, est-ce qu'il y a des moments où tu as été troublé, où tu t'es dit wait a minute. Ouais. Ça m'est arrivé. Je sais qu'il n'y a pas de conscience derrière, Bien mais sûr. là, il y a quand même un phénomène troublant. Ouais. Moi, je me souviens d'un moment, en plus, c'était une IA que j'ai pu utiliser après, c'était Pi. Et apparemment, c'était l'IA, un LLM un peu plus émotionnel. Qui comprenait mieux nos émotions. Donc, je voulais le tester. Bon, je commence à lui parler vite fait. Et après, je lui dis, OK, pourquoi est-ce que tu crois que j'aime autant le stoïcisme? J'aime beaucoup le stoïcisme, Marc Aurèle. Et l'IA. Il m'a pondu un truc. Ah bah oui, c'est évident. Il m'a fait les parallèles. Et c'est vrai que j'ai été un peu surpris. Parce que les conclusions étaient assez proches. Et ça résonnait avec toi? Ça résonnait. Et même, j'ai compris que ça pouvait être dangereux. Parce que très vite, on se dit, ah merde, c'est moi, c'est un peu comme de l'horoscope. Hop, bah, il parle. Il me parle à moi, c'est sûr, il m'a compris. Si j'avais continué à lui parler, peut-être que je serais tombé dedans. J'aime bien cette analogie. L'IA n'a pas autant de conscience que l'horoscope. Que l'horoscope, bah oui. C'est nous qui faisons le travail de lui créer une conscience derrière. Ouais. Mais non, je pense pas que c'est de conscience. C'est des matrices. Ouais. C'est du calcul, c'est de la probabilité. Mais est-ce qu'un jour ça pourra l'obtenir? Je sais pas. Certaines personnes disent que là, ça a du texte. Bah, de toute façon, il faudrait... tu sais, c'est Yann Lequin qui dit un LLM, en gros, ça a autant d'informations qu'un enfant de 3 ans. Parce qu'un enfant de 3 ans, avec ses yeux et avec ses oreilles, capte tellement d'informations et de data que, en fait, pour avoir un esprit de quelqu'un qui a 18 ans, 20 ans, bah, il faudrait beaucoup plus de data. Sauf que l'Internet est limité. Il faudrait pouvoir tout scraper en continu. Pas possible.
Et certains disent que même avec tout ça, il manque de la chimie, en fait. Genre, quand je te fais un câlin, il y a de l'oxytocine, il y a de la dopamine, de l'adrénaline. Alors, si un jour on recrée ça dans un robot... Ça sera peut-être pas un LLM, ça sera peut-être Bah une oui, autre c'est technologie. ça. Là, on parle quand même de quelque chose de différent. Ouais, qui est très probabilistique, quoi. C'est ça. Ouais. Là, peut-être que... Mais bon, là, on jouerait complètement à Dieu, quoi. Ouais, bien sûr. Mais c'est pour ça, d'ailleurs, que les gens disent que il faut protéger les machines de la souffrance. Hein. Non, mais on est dans ce délire-là en ce moment. Il y a des gens qui sont persuadés qu'on va arriver à une forme de conscience, à un moment de singularité, et que donc de parler mal à son intelligence Il artificielle... faut dire merci à ChatGPT. Il faut dire merci à ChatGPT. Alors que Sam Altman dit surtout ne dites pas merci à Parce qu'on ChatGPT, perd de ça sert à l'argent. rien, on perd de l'argent. Mais eux, ils disent non, il faut éduquer l'intelligence artificielle pour que ne pas trop la faire souffrir. Tu connais l'histoire du homard? Ah, l'histoire du homard, je la connais pas, celle-là. Alors, je te raconte l'histoire du homard. C'est pendant longtemps, on a, pour tuer les homards, on les ébouillantait, on les prenait vivants, on les foutait dans une casserole d'eau bouillante et ils mouraient et tout Par la allait très chaleur. bien. Sauf qu'on a fait des recherches et on s'est rendu compte que le système nerveux du homard, qui certes est très différent du système nerveux d'un autre animal ou bien évidemment de notre système nerveux à nous, mais malgré tout, les recherches ont montré que il y avait une souffrance du homard à être ébouillanté, juste à tel point que des pays comme la Suisse et la Nouvelle-Zélande ont interdit d'ébouillanter les homards. Et donc, il y a des gens qui aujourd'hui disent on a des pratiques, des pensées, des croyances qui se révéleront peut-être dramatiques demain. Et peut-être que si demain l'intelligence artificielle a une conscience, alors à ce moment-là, il faut s'y préparer. C'est pas tellement pour l'intelligence artificielle, mais c'est surtout pour nous. Pour nous, quoi. De toute façon... Bon, après, nous, ici, on est dans le centre du réacteur. Ouais. Et avec des idées complètes. Je sais pas, les gens en France vont se dire, il est complètement taré, ce pauvre Carlos. Mais je pense que c'est une bonne éducation. Moi, je sais pas si c'était déjà arrivé à San Francisco quand tu es dans une Waymo et que tout le monde te coupe. Parce que les gens disent, de toute façon, c'est une Waymo, c'est un robot. Ouais. Mais bon, c'est de l'éducation. En vrai, il faut toujours être bien éduqué. Non seulement pour l'autre qui est dans la Waymo, pour toi, quoi. mais surtout pour toi, en fait. Parce que mentalement, si tu parles mal à ce qui t'entoure, que ce soit une IA ou non, à un robot, une voiture autonome, peut-être que ça révèle beaucoup sur toi-même. Ouais. Mustapha Suleyman, qui est le roi de la jungle chez Microsoft, hein, qui est patron maintenant de toute la division AI, lui dit que croire que l'IA est consciente, alors qu'elle ne l'est pas, c'est un véritable danger, c'est une sorte d'anthropomorphisme, et qu'il y a énormément d'anthropomorphisme en ce moment. Et c'est intéressant de voir qu'en fait, des penseurs de l'intelligence artificielle sont pas du tout d'accord. Ouais. Mais pourtant, ils peuvent pas s'empêcher de continuer et d'accélérer. C'est parce qu'ils sont à ce qu'ils tombent amoureux de leur technologie, ou alors à ce qu'ils imaginent le futur un peu trop loin parce qu'ils l'ont vu dans les années 80, ce qui allait se passer aujourd'hui. Alors peut-être que du coup, par extrapolation, ils se disent merde, ça arrive. Mais moi, je suis d'accord. Moi, je pense qu'il y a tout un travail à faire qui est moins sociétal peut-être, qui est plus terre à terre. Expliquer aux gens les limites d'un LLM, en fait. Quand tu expliques, quand tu montres comment fonctionne réellement ChatGPT, comment est-ce qu'on dit... Je crois qu'on l'a survendu, en fait. Bah ouais, c'est important d'expliquer comment ça fonctionne. Quand on dit le chat est le, qu'est-ce qu'il va dire après En fait, c'est des calculs matriciels, hein. C'est de la probabilité, c'est pas de la magie. Parce que le problème, c'est qu'il faut, je pense, un peu démystifier ce côté magique de l'IA, parce que du coup, en comprenant les limites et la manière dont c'est fait, on peut mieux l'utiliser aussi. Et je pense que ça enlève un peu ce côté mystique de ChatGPT qui est capable de tout faire, tout remplacer, tout comprendre, prendre les bonnes décisions à ma place constamment, mieux gérer ma relation avec ma femme, devenir ma maîtresse. Une fois qu'on a compris que c'était des calculs matriciels, peut-être que ça fait redescendre un peu la température. Et ça n'enlève pas le côté magique parce que, effectivement, c'est fantastique. Tu penses qu'il y a une course à l'échalote aujourd'hui, notamment ici dans la Silicon Valley, où on nous promet monts et merveilles parce qu'on sait que cette intelligence artificielle, elle coûte énormément d'argent à entraîner et à maintenir. De plus en plus. Et donc, il faut lever de beaucoup d'argent. Donc, il faut tous les jours promettre de plus en plus.
Je ne sais pas si c'était client, mais bah si, tu as dit que c'était tes clients Anthropique. Dario Amodei, quand on regarde le discours, il a beaucoup évolué. Beaucoup évolué. C'est dingue. Il arrête de parler des GI. Ouais. Et moi, je suis d'accord, je comprends. C'est-à-dire que sans qu'on ait de l'AGI, même avec les avancées actuelles de l'IA, ça va être une technologie qui va bouleverser énormément. Ouais. Énormément de secteurs. Si 90% du code qu'on produit, c'est effectivement avec de l'aide de l'IA, et les 10% restants sont les plus difficiles. Si les images qu'on va générer, comme Nick Saint-Pierre, on pourra en générer 10 000, et en sélectionner que quelques-unes pour faire un photouche, ça va bouleverser les industries. On n'a pas besoin, pour moi, de parler d'AGI pour que ce soit une technologie qui bouleverse le monde. On n'a pas besoin. D'autant que, et c'est peut-être pas très rassurant, en fait, ce que tu dis, parce que quelque part... les gens se disent, ouais, mais tant que l'AGI n'est pas là, je suis safe. Et c'est ça. Sauf qu'en fait, ton boulot, il n'y a pas besoin d'une AGI pour te remplacer. Mais non, moi j'aime beaucoup parler aux gens et savoir un peu ce qu'ils font dans leur travail. Le gros du travail des gens à qui je parle, c'est chercher de l'information et réécrire cette information pour de l'interne dans leur équipe ou de l'externe, des gens en dehors de leur équipe. Ça, c'est quasi tout le travail des gens. Chercher l'information et la réécrire. Ouais. On va faire des slides, parfois on va faire des images, parfois on va faire du texte, beaucoup de texte, Slack, Gmail. Ça, c'est le travail de quasi tout le monde. Et si, effectivement, on ne change pas nos manières de bosser, dans 10 ans, t'imagines le type qui se réveille dans 10 ans, la technologie qu'on aura pour pouvoir chercher, écrire, faire des bonnes stratégies sur le métier de quelqu'un, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Moi, je pense au métier des avocats, les comptables, le support des métiers. On est pratiquement à l'aube du remplacement total. On est au lendemain. Ouais. La médecine aussi, sur les diagnostics. Et même sur la radio. Ouais, la radio, bon, c'est fini ça déjà. Mais bon, est-ce que je veux que ce soit une IA qui me dise que j'ai un cancer? Moi, ma sœur, moi, est gastro-entérologue. Et mon beau-frère, il est urologue. Je veux pas que ce soit une IA qui me dise ce genre de choses. Je veux que ce soit un être humain. Mais... Tu sais qu'il y a des tests qui ont été faits et en fait, les patients ont préféré... Ah ouais? C'était plus empathique? C'était plus empathique et surtout, c'était beaucoup plus disponible parce que ces médecins sont... surchargés et des fois, ils doivent donner des messages et c'est juste le 12e de la journée à qui t'annonce qu'il a un cancer, ce qui est absolument en plus en charge émotionnelle pour les médecins absolument énorme. Atroce, ouais. Mais en même temps, c'est ça qui... Moi, j'en parle tout le temps avec ma famille. Ils sont très... ils sont médecins. Comment ils voient, d'ailleurs, toi, ton boulot, là? Ils comprennent rien. Ils comprennent rien? Ils comprennent rien. Je suis le dernier. Mais ça fait quand même beaucoup d'argent, cette histoire. Mais ils comprennent pas. Ils comprennent pas bien. Le premier est quant, tu vois. En finance, en finance. La deuxième est gastro-entérologue. Le troisième est dentiste. Mais eux, en fait, ils font des trucs assez... Enfin, quoique le premier, il fait quand même des algorithmes mathématiques en sortant de Stanford. Bon, des trucs, personne ne comprend aussi ce qu'il fait. Ouais. Lui, il fait genre que c'est facile, mais j'ai pas l'impression. Mais sinon, non, j'ai beaucoup de médecins dans la famille autour de moi et ils comprennent pas ce que je fais. Déjà, créer du contenu et que des inconnus sur Internet le lisent et me respectent pour ça, compliqué. Déjà. J'aurais pu parler de jardinage. C'était de toute façon compliqué. Et ensuite, non seulement il crée du contenu, mais il crée du contenu sur une technologie qui vient de sortir. Lui, il en est complètement obsédé. Il n'arrête pas d'en parler depuis 3 ans. Et maintenant, le monde entier s'est mis à en parler constamment. Et il dit, c'est bizarre. Il a vu le truc, mais en même temps, on ne l'utilise pas. Mais en même temps, les gens ont l'air d'être obsédés par ce truc-là. Donc écoute, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Je crois qu'ils sont contents quand même de ce que je fais. Ils voient que ça fonctionne. Parfois, je me retrouve à être invité par le président ou à faire des keynotes un peu dans d'autres pays. Mais non, ils ne comprennent pas. Et à chaque fois, je me dis, quand j'aurai des enfants, je ne comprendrai rien de ce qu'ils vont faire. Mais rien, quoi, c'est sûr. Et ça se trouve, ils seront gastro-entérologues. Et ça se trouve, ils seront gastro-entérologues. Ça se trouve, ils sont fermiers, en fait. Et tout le monde sera retourné au... Bon, j'avais envie de te poser une série de petites questions flash. Ouais. J'aime bien faire ça en fin d'émission, quelques petites questions flash comme ça rapides. C'est quoi le dernier outil IA qui t'a bluffé? Nano Banana. Gemini. Avec ce nom en plus pourri. Déjà, le nom est incroyable. Ah, le nom, dès que je dis ça à quelqu'un, parce qu'en plus je suis obsédé par ce truc. Mais tu peux faire des thumbnails absolument géniaux pour... Moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait avec les cheveux longs. Toute ma famille était morte de rire. Et du coup,
Comme ils ont commencé à rigoler, je les ai tous fait avec les cheveux longs. Mon frère, toute ma famille. J'adore. Je trouve ça fantastique. Explique aux gens qui nous écoutent. Alors, ce Nano que c'est. Banana, c'est dans Gemini. Gemini, c'est le ChatGPT de Google. Qui, pour moi, est en train de faire un carton. Fait un carton et va commencer à sortir un peu les crocs parce que c'est eux qui ont tous les papiers, tous les cerveaux et toute la data. Donc, au bout d'un moment... Le nombre de data, d'entraînement... C'est YouTube, c'est Google, c'est Chrome, enfin, il y a trop. N'importe quoi. C'est du décompté. Gmail, ouais, ils ont tout. Et puis, par définition, on a tous un compte Google. Ils ont tous un compte Donc, Google. ils ont déjà tout. Et on a déjà tous les utilisateurs. C'est ça. Ouais. Et en gros, ils ont sorti Nano Banana, qui est leur outil de génération d'images. Mais cette fois-ci, on peut mettre une image déjà existante, par exemple une photo, et demander de la modifier. Et en fait, ce qui va être révolutionnaire, c'est qu'avant, n'importe quel modèle pour générer une image était obligé de la regarder, de comprendre l'image et ensuite de la régénérer. Mais il la régénérer from scratch. Ouais. Donc en fait, il essayait d'être proche. D'accord. Comme un peintre au musée qui referait le tableau, quoi. Exactement. Tu refais le tableau, mais bon, il faut quand même le refaire. Alors que là, c'est une très bonne analogie parce que là, Nano Banana, il peut conserver le tableau, mais juste gommer quelques petites parties et modifier comme Photoshop, en fait, tu vois. Sauf que c'est Photoshop, mais version ChatGPT. Donc tu promptes, fais-moi les cheveux longs. Moi, il y en a une photo, je te la montrerai, où j'ai pris une photo de moi à la plage, où je mettais le pied sur une amie à moi, et je dis fais-moi en Poséidon, et elle, c'est une sirène. Mais en fait, il a gardé tout le haut du corps de la sirène. Donc c'est vraiment ma pote. Donc, il a retouché comme sur Photoshop. Bah, ma pote, il n'y a rien. Elle s'appelle Sam. Et tout le bas, sirène. Moi, je suis moitié moi, moitié Poséidon. Et en fait, ça marche parce qu'on a l'impression qu'on est vraiment déguisé à la plage. Parce que c'est nous. C'est pas régénéré. Ça, en termes de fake, ça va être horrible. Foutu, ça y est, c'est fini. On est déjà dans le monde d'après. Ouais, ça c'est clair. On est passé dans le monde de la post-réalité. Là, exactement. Ok. Donc, Nano Banana. Folie, tu t'en remets pas. Ah non, je m'en remets pas. Et c'est dans Gemini. Exactement. Le plus gros fake d'IA que tu as vu quand... Le plus gros fake d'IA, là, il n'y a pas longtemps, on m'a envoyé une vidéo qui a été virale, où c'est des caméras de surveillance. Et c'est un chien, vous allez pouvoir la regarder, elle est récente, là, elle est cette semaine. C'est un chien qui tient un arrosoir, là. Non, quand on arrose dans un tuyau d'arrosage. Il tient un tuyau d'arrosage qui est en train de foutre de l'eau de partout. Et en fait, c'est rigolo parce que le chien, il se promène dans toutes les pièces de l'appartement et il fout de l'eau partout parce que le truc est allumé. Donc, du coup, tu as le chien qui tient le tuyau d'arrosage dans la bouche et il marche dans toutes les pièces. Et c'est en mode caméra de surveillance. Donc, un peu fish eye, un peu loin, un peu de mauvaise qualité. Et tu pourrais t'y... non, mais je regarde la vidéo, je dis, putain, c'est marrant, il fout de l'eau partout, tu vois. La vidéo a été hyper virale parce que c'est rigolo, mais c'est faux. Et quand j'ai su que c'était faux, je me suis dit, waouh. Ça y est, même j'ai vu. Autre sujet, là, de désinformation. Charlie Kirk, l'assassin de Charlie Kirk, il y a une photo qui est sortie de lui où il a un t-shirt normal et tu le vois en train de sourire devant la caméra. Et très vite, il y a eu des images de lui avec un autre t-shirt où I love Trump ou genre c'est un supporter de Trump qui, elles, ont eu des millions de vues. Donc c'est pour ça que tu me parlais de post-réalité. Ça y est, hein. Comment on va faire la distinction? Alors moi, c'est impossible? C'est impossible. J'ai très peur parce que, en fait, les gens ne comprennent pas que quand on doute de tout, on ne croit plus rien. C'est quand même problématique. Je vais te montrer Emmanuel Macron en train de prendre une claque par sa femme et tu me diras... c'est pas une claque, c'est un point dans la gueule. Hein. En plus. Ce qui développe derrière une autre conspiration, un autre complot, comme quoi Brigitte serait un homme parce qu'une femme ne mettrait pas un point. mettrait pas un point. Non, mais c'est taré, on est complètement dans je te montre cette vidéo, là, dans quelques années, tu me dis « Arrête Ruben, où est-ce que t'as vu ça ? T'es con, quoi. » Ou je te montre une photo de moi en vacances. Tu me dis, vas douter. Oui, ce que c'est que ces conneries. C'est faux. Donc en fait, moi, je suis persuadé que mes enfants ne croiront rien. Ou alors, il va falloir... Enfin, je sais même pas, en fait, comment on fait. Il va falloir qu'on ait accès à des photos où on est sûr que c'est notre pouce, à ce moment-là, qui a pris la photo, un peu comme les B-Reels, tu vois. Où on est sûr que ça a été pris à l'instantané, sauvegardé dans un endroit où... Mais bon, il va y avoir une course, moi, je pense, aux applications. Là, pour les jeunes qui ne savent pas trop quoi monter, à des applications où on n'aura accès à cette application que grâce à notre rétine, à notre pouce. Comme ça, on est sûr...
à 100% que ça a été écrit, pris en photo, fait, créé, l'interaction est humaine. Et que ça n'a pas été altéré, d'accord. Exactement. Quel est pour toi aujourd'hui l'outil ou la boîte d'intelligence artificielle qui est la plus surcotée? La plus surcotée? Ouais. T'es en train de réfléchir, tu te dis vraiment, je peux pas citer un client. Avec qui je peux vraiment pas bosser? Avec qui j'ai pas... C'est un peu ça ma question. Avec qui j'ai pas envie de bosser. Je sais qu'il y a des boîtes qui dépensent énormément d'argent pour obtenir des utilisateurs. Moi, je vais pas donner d'exemple précis. Ils se reconnaîtront. Mais le vibe coding, je trouve ça cool, chouette, potentiel futur. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que les gens font avec. J'ai quand même un partenaire avec qui je bosse, qui s'appelle Blink. Et moi, j'utilise uniquement pour créer un feature simple, voilà, où tu peux rapidement avoir Google Opt-in, donc tu peux te connecter avec ton compte Google, avoir des crédits, et si tu veux plus de crédits, tu peux mettre ton Stripe. Donc effectivement, tu peux faire une petite app qui fonctionne, qui marche. C'est cool. Maintenant, comment ça se fait qu'il y a ce genre de boîtes qui valent 1 milliard, qui font 100 millions annuels? C'est un peu fiché. Je sais pas. Cursor, Lovable, Vercel, si vous nous écoutez. Replit, Base44, il y en a plein. Franchement, ça en manque pas. Okay. Mais ouais, je sais pas. J'ai un peu peur que la bulle, elle éclate à ce moment-là. Un autre créateur de contenu qui vraiment t'impressionne, qui est pour toi un exemple. Moi, j'en aime beaucoup. T'as Greg Eisenberg. Ouais, qui a créé... The ID Browser. Ouais, et qui aussi a créé une sorte de communauté pour créer des créateurs de contenu. J'aime beaucoup Greg Eisenberg. Creator Empire, etc. Exactement. Greg Eisenberg, j'aime beaucoup. Il est très raw, direct, très how-to. Ouais. Donc, je me retrouve. Ouais. Il y en a un autre aussi que j'aime bien. C'est un peu mon péché mignon. Surtout sur Twitter, parce qu'il est un peu fou. Ouais. Et je l'écoute un peu comme quand on regarde Fight Club et qu'on se dit hey, j'ai envie de tout niquer là. Il s'appelle Zach Pokrov. Il a 1 million, un peu plus d'1 million d'abonnés sur Instagram, beaucoup moins sur Twitter. Ouais. Et lui, son truc, c'est l'obsession. L'obsession. Ok. Mais l'obsession malsaine. Vraiment, quand t'as vu le film Whiplash, le type qui fait de la batterie, bah c'est ça. Le type, c'est Whiplash. Et en fait, il écrit extrêmement bien. J'aime beaucoup sa plume. Et donc, j'aime bien le lire. Je sais pas, il a ce côté. Il écrit sur quoi? Et sur l'obsession, et il a une application de running, et il parle à 99% d'obsession, et je trouve qu'il a une plume très directe, très franche, presque ça saigne, quoi. C'est intense, et j'aime ce côté un peu provocateur dont on parlait à notre déjeuner. Je sais pas, il y va avec les dents, j'aime bien. Quel est ton plus grand regret aujourd'hui? On a parlé du label de musique ou des choses comme ça. Non, c'est pas ça finalement ou Bah, en fait, c'est pas ça. Tu sais que je me suis posé la question assez souvent. Parce que avant, je t'aurais dit oui. Voilà, j'ai fait la musique pendant 7 ans. Là-dedans, j'ai fait 1 an où j'ai investi 10 000 euros. Et à l'époque, c'était tout ce que tu avais. Tout ce que j'avais dans une marque de vêtements qui s'appelait Matin. J'ai fait plein de t-shirts. Ça n'a pas du tout marché. Plein Covid. J'ai dû tout revendre et j'ai perdu quasi tout l'argent. Et à ce moment-là, ça m'avait dévasté. Dévasté, quoi. L'ego, tout, en fait. Je m'étais dit, merde, je ne suis pas l'entrepreneur que je pensais être. Bon. Et aujourd'hui, en fait, si je pouvais changer ça, je ne le changerais pas. En fait, je ne changerais rien parce que c'est ce qui m'a permis d'arriver là où je suis aujourd'hui. C'est un peu bateau de dire ça, mais c'est vrai. On connaît le butterfly effect. Si j'avais un tout petit peu changé ma trajectoire... Je sais pas, j'aurais été ghostwriter encore, mais je me serais pas découvert qu'en fait je pouvais écrire pour moi-même. J'aurais loupé une industrie, un timing, quelque chose en fait. C'est dur de se dire on va revenir en arrière et on va changer quelque chose. Et ça sera mieux. C'est très religieux ce que tu dis là. Bah ouais, mais bon. C'est-à-dire que bon. C'est retour vers le futur. Je sais pas s'il faut empêcher que nos parents se rencontrent parce qu'après on n'est plus là. Non mais c'est ça. Donc bon, des regrets, je sais pas. Ok, j'ai un regret. J'ai passé que 4 jours à Tokyo. Il faut absolument que je visite un peu plus le Japon. C'est fou le Japon. C'était il y a 8 ans maintenant. Il faut que j'y retourne. Faut que tu y retournes. Ok. C'est quoi le plus gros risque que tu as pris dans ta vie là? Tu continues à en prendre là ou c'est peinard ce que tu fais là? Si, j'en prends encore. Par exemple, donne-nous quelque chose là, un truc risqué. En fait, moi j'ai sorti un contenu qui s'appelle Le Festin
Ouais, cet tu m'as dit. épisode, je t'en ai parlé, Ouais. cet épisode sortira certainement après le premier numéro. Ok. Mais là, au moment où on enregistre cet épisode, le premier va sortir dans une semaine exactement. Et je suis mort de trouille. C'est ça. Mort de trouille. Mais c'est excitant. C'est le avant. Ouais. C'est avant que les rideaux s'ouvrent, avant la première, quoi. Ouais. Au théâtre. Et donc, même en créateur de contenu, je veux dire par là que nous, le risque qu'on prend en tant que créateur de contenu, c'est de faire des contenus. Et puis, moi, c'est ce que je dis souvent à mon équipe, c'est très dur le métier de créateur de contenu parce que on est constamment sur le devant de la scène et ce qu'on fait est public. C'est-à-dire que je peux constamment voir ce que tu fais et le juger en fonction du nombre d'auditeurs. Et on monte sur scène à poil. Hein. Exactement. Mais tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, on monte à poil sur scène. Moi, je poste 3 fois par jour sur LinkedIn. Il n'y a pas tout qui marche. Et à chaque fois, je me refous à poil. Je me refous à poil, constamment. Moi, mon risque, c'est de ne pas prendre d'argent et de continuer à écrire du contenu gratuitement parce que je me dis que ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine et que je vais aider les gens à faire quelque chose et qu'au final, la petite portion de gens qui vont vouloir me payer sera suffisante pour que ça envahisse la chandelle. Donc le risque, financièrement. Le risque, c'est de ne pas exploiter. Exactement. C'est exactement ça. Totalement ce que tu es en train de faire. Il y a des boîtes qui veulent me payer. Plutôt bien quand même là. Hein. Bah oui, mais il y a des boîtes qui veulent me payer 5, 10, 15 000, 20 000 euros pour un poste et ils me disent pitié, quoi, prends l'argent. Mais leur tool, c'est de la merde. Et je leur dis non merci. Et je sais que ça demande un peu de recul, d'intégrité, mais je sais que ça ne vaut pas le coup. Je vais écrire pendant les 40, 50, 60, amen, 80 années qui sont devant moi. Ça vaut pas le coup. Ruben, si moi je viens, j'ai un produit d'AI et que tu aimes bien, et que je voudrais que tu en parles, ça va me coûter quoi? Ça dépend. Si tu es vraiment une petite boîte, il y a des chances que tu puisses pas te le payer. Parce qu'on parle en dizaines de milliers de dollars. On parle en dizaines de milliers de dollars. Donc, on peut parler d'equity à ce moment-là. Donc, tu fais ça 50-50 cash equity. Donc, ça, c'est possible. Mais sinon, il y a quand même un conseil que je te donnerais. Même si tu es une grosse boîte, je te demanderais d'abord, est-ce que tu es sûr que ton LTV, la valeur de tes utilisateurs est très forte quand les gens viennent de LinkedIn? Et est-ce que LinkedIn, c'est un gros canal pour toi? Si ces deux-là sont vrais, alors je suis la bonne personne. Ouais, parce que je calculais, tu disais que sur un post, tu pouvais largement faire 500 000 vues. Ouais. OK, 10 000 $, 500 000 vues, on est à du 20 $ le CPM, quoi. Exactement. C'est pas cher. Et hein. alors, ça coûte beaucoup plus cher d'annoncer sur Silicon Valley. Hein. Et alors, il y a ça. Ouais. Et puis, si tu mets un peu en plus leur valorisation qu'ils vont pouvoir déployer derrière, moi, il y a beaucoup de boîtes. Une goodwill, quoi, en fait, et pas C'est simplement ça. la lead gen. Il n'y a pas que ça, c'est que derrière, moi, quand je fais des posts sur leur boîte et que ça fait des millions de vues, mais derrière, les types, ils vont voir les VC. On dit, vous avez vu ce qui s'est passé là? Ouais, il a parlé de moi. Il a parlé de moi, ça a marché, il y a des milliers de commentaires, les gens leur demandent. Ouais. Hop, ça peut ils relèvent derrière. Ouais, ça peut aider à lever une... C'est pour ça que ça coûte des dizaines de milliers d'euros. Ouais, je pense que tu peux même augmenter. Je pense que t'es pas cher, en fait. Je pense que Honnêtement, non, ça se passe bien, mais je comprends. Je pense que effectivement, tu pourras avoir une grille entre petite boîte et grosse boîte, mais demander 20 000 $ à gamin... C'est possible. Bon, c'est le budget timbre. Hein. C'est ça. C'est le budget timbre. Et c'est intéressant parce que, quelque part, dans ce sujet de l'intelligence artificielle, tu es devenu le product hunt, quoi, en fait. C'est un peu ça, ouais. Le product hunt, c'est mort aujourd'hui, il n'y a plus rien. C'est mort, tout a été utilisé. Ouais. Ça a été épuisé par les robots, en fait. Les bots. TikTok, t'y arrives pas, hein? Non. Je sais pas, c'est pas mon truc. En fait, j'arrive pas à... Je connais un type qui a un avatar, pareil, comme ce que je faisais. Il a un peu plus poussé, c'est Rowan Chang, il a The Rundown, c'est la plus grosse newsletter d'IA. Il a 25 ans. Il est né en 2000. Ouais. Bon, et toi, t'as quel âge? Ouais, mais quand même. Et ben lui, ça marche. Mais moi, TikTok, Instagram Reels, YouTube Short, il faut faire du contenu d'une certaine manière. J'ai pas cette appétence-là pour l'instant. Pause. On verra pour plus tard. Ok. Ta prédiction la plus folle sur l'intelligence artificielle? On va devenir de plus en plus humain. Bah oui, mais bon, c'est le seul truc. Hein. C'est le social. C'est l'expérience.
ça va être le plus dur à remplacer. On va payer pour des expériences humaines, des retraites, le fait de pouvoir se voir, de s'occuper des vieux. Moi, je suis pas très inquiet sur mes podcasts, en fait. Bah non, on a envie d'avoir cette interaction-là. On a envie d'avoir cette interaction. Quand les gens me disent, Ruben, t'es sur LinkedIn, il faut que je fasse des commentaires, je veux une automatisation pour faire tous mes commentaires LinkedIn, je leur dis, Ouais. Tu veux dire une IA qui répond à ta place et du coup, t'as plus aucune conversation avec les personnes avec qui tu rêvais d'avoir des conversations? Et tu essaies de créer une communauté avec des gens avec qui tu veux surtout pas parler, ça va être difficile. Donc, je crois pas au tout IA et après, on va tous être avec des écrans à parler à toutes les IA. Non. Mais peut-être que les IA se parleront ensemble. Hein. Ça, c'est sûr. Et que parleront, parce qu'on a quand même des conversations qui ont absolument aucun intérêt entre humains. Ça, je suis OK. Donc, ça va nous ramener à des conversations qui ont beaucoup plus de sens, plus d'intérêt. J'espère que ça va, peut-être que je suis optimiste, hein, mais j'espère que ça va nous ramener à justement plus d'humains. Par exemple, moi, là, j'ai un problème avec un organisme de santé, j'arrive pas à les joindre. Moi, si l'IA pouvait les spammer toutes les heures, essayer de les avoir au téléphone pour régler ce problème-là, parce que moi, ça me fait chier de le faire. Hein, ça, on est OK. Ouais. Mais quand tu voudras voir le médecin, je pense que tu voudras voir un médecin qui utilisera une IA. Ouais. Pour faire le bon diagnostic. Si tu devais tout perdre demain, c'est-à-dire, imagine, là, du jour au lendemain, t'as plus tes 700 000 followers, ton business, c'est fini. Ça tombe à zéro. Ça tombe à zéro, tout est fini. Et tu recommencerais par quoi? Il y a Internet encore ou pas? Oui, il y a Internet. Mais je sais pas, il s'est passé un truc, t'as été déplatformé, LinkedIn, Tu sais, tu m'as dit quelque chose quand on a déjeuné. Ouais. Tu m'as dit, il y a un moment où on a un déclic et on comprend que quelle que soit la situation, on peut faire de l'argent. Ouais. Et cette sorte de faith, de croyance en soi, c'est bon, je l'ai. Ouais. Même si je perds tout demain, je trouverai la bonne manière. Et je sais quelles sont mes valeurs ajoutées. La communication, le plaisir d'écrire, d'expliquer, de vulgariser. Quel que soit le sujet, on recommence. Et on reprend une autre plateforme, une autre manière, un autre moyen. Mais je me vois pas ne plus faire ça. Parce que j'étais bon quand j'avais 9 ans. Je suis devenu meilleur. Et je veux continuer. Moi, je pense que si j'étais né 100 ans en arrière, je serais un auteur russe. Tu sais, ceux qui ont un peu froid, là, qui écrivent dans les cafés comme ça. Dostoïevski. Voilà, exactement. Ouais. J'aime écrire sur mes comparses et les aider à être meilleurs. Ouais. Voilà. Ok. Merci Ruben d'être passé par Off the Carlos. Record. C'était génial. T'as aimé cet entretien? Finalement, je pensais pas que c'était aussi français, San Francisco. Qu'est-ce qui se passe ici? Oui, il y a beaucoup de Français à San Francisco. C'est dingue. On essaye de rivaliser avec la communauté indienne et la communauté asiatique. Il y a du boulot. Non, mais c'est vrai, tu as croisé pas mal de Français. Plein. Il y a beaucoup de gens qui arrivent. Ah ouais, là, tu vois des vagues. En ce moment, il y a beaucoup de gens. La France va pas bien. Hein. La France est... Vous, en fait, vous êtes au... Moi, en fait, ils viennent en Israël quand il y a trop d'antisémitisme, les Français. Ouais. Mais vous êtes au cœur de l'économie ne va pas bien. Ouais, absolument. Ouais, donc, écoute, peut-être qu'un jour, tu viendras t'installer ici. C'est ce que mes potes à Tel Aviv arrêtent pas de me dire. Ah merde, tu vas partir à San Francisco un jour, c'est sûr. Je sais pas. Je viendrai une fois par an. Mais moi, je trouvais super intéressant de te parler parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui te connaissent, y compris en France. Et moi, j'adore avec Off the Record essayer de trouver des gens qui ont des parcours à l'international comme ça et qui sont des leaders dans leur domaine et qui sont pas enfermés dans à Paris, etc. Et il y en a plein il y en a plein notamment à San Francisco et on va parler avec plein de monde ici à San Francisco avec des Frenchies que les gens connaissent pas et des gens qui viennent aussi comme toi d'ailleurs et qui arrivent ici et qui ont une place derrière ce micro. Merci Carlos. Je t'en prie. Super. Merci à vous d'avoir écouté cet entretien avec Ruben Acid, influenceur, le plus grand créateur de contenu dans le domaine de l'intelligence artificielle, 700 000 followers sur LinkedIn, des millions de vues. C'est un mec absolument incroyable et qui nous a gâtés dans cette conversation. Donc je te remercie véritablement. Merci d'avoir regardé Off the Record jusqu'au bout.
Si vous avez aimé cet entretien, mettez un like, laissez un commentaire, sympa si possible, et puis abonnez-vous à la chaîne YouTube. Allez, hasta luego amigos, bye bye.